Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc, bienvenue dans ce 33e épisode de l'Académie des sorciers. Je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et aujourd'hui, on a le retour d'une de nos toutes premières invitées qui était là pour notre deuxième épisode. Donc, il y a un petit moment, j'ai regardé, c'était en janvier 2019. Le temps passe vite. Donc, bon retour Zoé, bon retour parmi nous. Pré-pandémie, on ne savait pas ce que c'était que le coronavirus à l'époque. Ah, c'était un autre monde. On est ravis de t'accueillir à nouveau parce que juste avant qu'on te représente, je voulais repréciser que ce premier épisode, donc c'était l'épisode 2 d'Aspic, c'était sur le féminisme et c'est un de nos plus grands succès. Oh. Voilà, on a encore aujourd'hui régulièrement des super retours sur cet épisode, donc on est ravis de t'accueillir à nouveau. C'est cool, je suis très très content d'être là de nouveau. Et moi j'ai changé de pronom, donc maintenant c'est Yel. Voilà. Très bien. Et vous pouvez accorder les adjectifs féminin, masculin en alternant, c'est plus simple, parce que sinon c'est relou en français. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu veux te représenter un peu pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode 2 ? Je m'appelle Zoé, je suis activiste et militant antiraciste, féministe, radical depuis plusieurs années. Je travaille aussi sur des questions de justice handicapée. C'est des sujets qui me concernent à peu près tous. Et j'ai grandi avec Harry Potter. C'est vraiment une œuvre qui m'a énormément touchée, autour de laquelle je me suis beaucoup construite. Donc voilà, et je vis en Écosse, dans la ville où ce livre a été écrit. Yes, trop bien. Voilà, et dans la ville aussi où je milite activement par rapport aux conséquences des derniers actes et retours et propos tenus par J.K. Rowling, puisque donc ici ça a un impact très très réel sur la vie des personnes concernées, voilà. Et notamment en tant que personne queer et trans, je suis particulièrement concernée sur le sujet, et je vois particulièrement en première ligne les dégâts que ça a fait par rapport aux dernières lois, etc. Donc c'est aussi une des dernières luttes dans lesquelles je suis engagée régulièrement. Voilà. Ouais, en première ligne, quoi, parce que on voit ça forcément, on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais c'est vrai que notamment ici on est plusieurs fans d'Harry Potter et personnes trans, et on a organisé une riposte parce que la ville est recouverte de stickers transphobes depuis 2 ans, donc voilà, donc on a recréé d'autres stickers qui essayent de promouvoir un message de tolérance et queer friendly, quoi, et trans friendly. Voilà. Et on est à fond avec vous, et franchement on envoie à tout le monde beaucoup de courage, parce que c'est dur tout ça, et ce que vous faites c'est super. C'est super important, et bon courage pour tout ce que tout ce que vous faites. Mais c'est vrai que du coup nous en France on voit moins les conséquences, moins directement, puisque Rowling n'a pas encore trop d'impact sur la politique française, mais on voit les personnes qui partagent son opinion, les dégâts que ça fait aussi. Mais elle a beaucoup de sous malheureusement, et beaucoup d'impact. Et il y a beaucoup de législations actuellement qui sont en train d'être passées en fait aussi. C'est surtout ça qui est très important comparativement à la France. On est en train d'avoir énormément de législations qui sont passées. Donc, voilà, pour donner un peu un petit contexte. Ouais, et du coup il y a beaucoup de travail à faire dès maintenant. C'est ça. Mais on va parler d'un autre sujet aujourd'hui, mais qui est aussi important. Je sais que c'est un sujet que Alix voulait aborder depuis longtemps. C'est le sujet de la grossophobie et comment elle s'exprime, ou elle s'exprimerait dans la saga. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est que la grossophobie ? Parce que peut-être qu'autant d'autres formes de discrimination, c'est de rentrer un petit peu, on va dire, dans les discours plus publicisés, on va dire. Mais la grossophobie, j'ai l'impression pas autant. Donc, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est ? Ce qu'on entend par là ? Moi j'aime beaucoup la définition de Gras Politique, qui est une association en France qui se bat contre la grossophobie. C'est aussi quelque chose qui me concerne, et j'ai aussi fait de l'activisme sur le sujet, mais donc leur définition, que je trouve très bien parce qu'elle est toute simple, c'est la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations vécues par les personnes grosses en raison de leur apparence physique et de leur poids.
Elle s'exprime dans tous les domaines de la vie, familiale, intime, santé, professionnelle et sociale. C'est clair, Effectivement, c'est je pense que précis. c'est à la fois très simple et très, Voilà, très complet. semble efficace. Et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en quoi en fait la grossophobie se retrouve dans Harry Potter, puisque donc, voilà, dans l'épisode précédent qu'on avait fait ensemble, on avait parlé aussi des occurrences de sexisme ordinaire, et à quel point en fait le fait de reconnaître des traces de discrimination, donc que ce soit de la grossophobie, du sexisme, etc., dans la fiction, nous donne aussi les outils parfois pour les reconnaître dans la vraie vie, parce que ça crée parfois le décalage nécessaire pour prendre conscience de certaines problématiques qui sont parfois plus difficiles à comprendre juste avec des situations trop réelles. Et du coup, une fois qu'on a appréhendé ça à travers une œuvre de fiction, bah, ça donne un peu les armes, les éléments pour pouvoir en parler dans la vraie vie. Et du coup, bah, Harry Potter est une œuvre qui n'échappe pas à la grossophobie. J'ai lu plusieurs articles de personnes qui même avaient dit qu'ils trouvaient que c'était une des œuvres les plus grossophobes de la littérature jeunesse contemporaine. Et moi, dans l'article que j'avais commencé à vouloir écrire sur le sujet, le titre que j'avais envisagé, en fait, je sais pas, ce sera peut-être le titre de cet épisode, c'est Le mystère de la grosse dame. Donc la grosse dame qui est le portrait qui garde l'entrée de la tour Gryffondor. Et j'ai envie de commencer avec une question, voilà, une réflexion pour les auditeurs ou quoi. C'est quel est le prénom de la grosse dame? Est-ce que vous pensez qu'on connaît le prénom de la grosse dame? Je sais pas si c'était une question que vous vous étiez déjà posée. Je sais pas si, je sais pas si Zoé, c'est un truc qui t'avait interpellé dès ta première lecture. Moi, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à rentrer, en fait, que c'était quelque chose qu'on connaissait pas, ou si c'est quelque chose qui est venu après. Ouais, c'est un exemple, super fort et ça m'avait déjà interpellé, oui, évidemment. Mais je trouve que c'est un très bon exemple à donner pour commencer sa réflexion, c'est un très bon début de réflexion. Mais parce que, enfin voilà, du coup, moi là, ce qui m'avait marqué dans une relecture un peu plus critique d'Harry Potter, c'est que la grosse dame n'est jamais mentionnée par son prénom. On ne connaît pas le prénom de ce personnage, qui est du coup entièrement défini par sa corpulence. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est que il y a d'autres personnages qui sont moins importants qu'elle, un peu au même niveau, on va dire, d'anecdotes. En tout cas, moins récurrent, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Le chevalier du Catogan, il a un nom. Il y a sa copine Violette qui vient la voir dans son tableau, qui a un prénom. Mais elle n'a jamais de prénom. Elle est mentionnée 72 fois. Je suis allée chercher les chiffres. Donc ça veut dire à peu près 10 fois par tome. Donc voilà, ça reste anecdotique, mais une dizaine de fois par tome, on aurait pu penser que son nom soit mentionné. Et donc, je trouve ça assez symptomatique de définir ce personnage de elle est grosse, donc c'est ça qu'on voit, et c'est en fait la seule chose qui nous intéresse, alors que je me dis qu'en tant que gardienne de la tour Gryffondor, bah, on aurait pu avoir une super backstory sur elle. Alors moi j'ai une autre question, mais alors c'est pas du coup lié à la manière dont elle est désignée, mais plutôt à votre avis, est-ce que ce portrait, c'est le portrait d'une femme réelle, enfin dans l'idée des portraits de personnes voilà, qu'on a représentées, à qui on a donné la même personnalité que leur modèle, etc. Ou est-ce que c'est un portrait qui a été fait uniquement dans un but en gros un portrait réel qui du coup a été engagé en tant que gardienne de la tour, ou alors un portrait qu'on a fait uniquement dans ce but de gardienne? Je sais pas, j'ai pas de réponse à la question, mais Ouais, c'est intéressant. C'est une figure de style relativement connue, le gardien qui est gros parce qu'il reste, particulièrement en fantasy ou dans le fantastique, dans la mythologie, le gardien qui est gros parce qu'il reste au même endroit, sans bouger. Mais ouais, je pense. C'est vrai qu'on a d'autres, enfin, je pense, je sais pas, à la statue de la sorcière borgne, par exemple, qui est juste définie, voilà, c'est la sorcière borgne et c'est juste comme ça qu'on la désigne. Donc, je me pose c'est pour ça que je me posais un peu cette question. Après, je pense que
Pardon, vas-y. Non, pas de souci. Moi, je pense que c'est un point de départ de réflexion. Je pense qu'il faut pas non plus, enfin, il faut pas oublier que la grossophobie, c'est quelque chose qui est au même titre que tous les mécanismes oppressifs. C'est assez rare les personnes qui se frottent les mains en disant, je vais dire des méchancetés sexistes, grossophobes, racistes. Enfin, c'est très souvent fait à notre insu. Comme dit Dumbledore très justement, on cause plus de mal par ignorance et par manque d'attention que volontairement. Donc clairement on peut interroger et au même titre que plein d'analyses de mécanismes oppressifs, on peut aussi interroger le degré. Il y a différents degrés de grossophobie et là je pense que ça ressort de la grossophobie. C'est peut-être pas l'exemple le plus parlant et le plus représentatif, mais c'est un bon exemple de réflexion parce qu'effectivement on ne sait pas qui elle est et elle n'est définie que par ça. Après globalement je pense que Rowling dans son écriture elle a une très très forte tendance à décrire les caractères physiques de manière Ouais. Bah déjà il y a un fond de misogynie quoi très clairement, mais surtout elle est pas très gentille quoi dans la manière. Il y a assez peu de bienveillance dans la manière dont elle décrit les physiques, particulièrement les physiques féminins. Mais voilà c'est assez intéressant d'ailleurs. Donc voilà, ça ce serait moi, c'est à ça que je pense quoi, déjà dire. Mais c'est vrai que, enfin, pour répondre à ta question, Marjolaine, je pense, enfin, on sait qu'on sait pas trop exactement si le personnage est le personnage qui a réellement existé, mais je trouve que, enfin, de l'impression que j'ai de ce qu'on sait des tableaux de Poudlard, ça reste quand même des peintures de sorciers qui ont existé, c'est des empreintes des personnes Mhm. qui étaient vivantes, et du coup, en fait, je trouve ça d'autant plus problématique parce que la grosse dame devait être une sorcière qui avait suffisamment importante pour pouvoir avoir son tableau, parce que c'est quand même un poste Mhm. prestigieux, j'ai envie de dire, d'être gardienne de la tour Gryffondor. Et du coup, je trouve ça assez fou, en fait, de se dire que bah, cette personne qui avait sans doute une certaine importance, qu'on a jugé qu'elle était aussi légitime et digne de confiance pour faire ça, bah en fait on la définit jamais autrement que par son poids. C'est ça la seule chose qui existe à propos d'elle. Moi j'ai toujours eu un peu imaginé que c'était sûrement genre une grande tante de Gryffondor, de Godric Gryffondor ou un truc comme ça, Ah oui, ou genre quelqu'un de un sa famille, personnage ouais. en qui il avait confiance quoi, qu'il a tapé là Ouais. et elle a sûrement été complètement oubliée. Ce qu'on peut y lire, c'est aussi que les personnages historiques particulièrement qui ont une caractéristique physique qui est considérée comme dégradante, comme humiliante, ils sont souvent reconnus. Enfin, on s'en rappelle, la mémoire collective s'en rappelle finalement que par ces éléments physiques et pas par Ouais. leur prénom, leur nom ou même leurs accomplissements. Donc, et c'est encore plus vrai pour les femmes, encore plus vrai pour les personnes racisées, encore plus vrai quand il y a une forme de handicap ou une marque physique, un trait physique, une difformité, etc. Quoi. Donc je pense que c'est moi dans mon imaginaire c'est ça que je vois. C'est sûrement Ouais. elle avait sûrement une importance, mais voilà effectivement ce qui est resté c'est cette grosseur parce que c'est la chose la plus notable dont l'histoire va le plus se souvenir et c'est pour le coup très réaliste. Et en plus, alors c'est vrai qu'on sait deux choses un peu, je dirais, d'elle, c'est que bon, elle est grosse et elle a une énorme robe rose. Et ça rejoint un peu un point qu'on avait évoqué dans le sujet sur le féminisme, c'est que voilà, la grosse robe rose à foufou, alors bon, il y a un côté époque, on imagine une tenue peut-être un peu victorienne, etc. Mais le rose associé à la féminité, et donc cette femme qui est juste grosse et voilà, et donc peut-être particulièrement féminine, enfin je sais pas, c'est voilà l'association du rose qui me paraît pas complètement anodine et qui du coup Ah non, ça c'est l'écriture renforce misogyne, encore. c'est l'écriture misogyne de J.K. Rowling. Ça Ouais, c'est c'est ça. complètement c'est sa misogynie internalisée qui est quand même à mourir de rire quand on sait qu'elle se revendique très féministe. Déjà le rose c'est très moderne, l'association du rose à la Oui, féminité, hein, en plus, particulièrement en Europe. Donc non et c'est sa vision de l'hyperféminité qu'elle dénigre régulièrement ouais. dans tout le livre. D'ailleurs, il y a l'autre personne qui porte une robe, les deux autres personnes qui de mémoire portent des robes roses à froufrous, c'est Pétunia et Pansy Parkinson.
Oui, et Donc, et on ombrage, n'est pas censé les et trouver jolies ouais, ou c'est ça. sympathiques. C'est ça, il y en a Ah, ombrage et ombrage aussi. et Rita Skeeter, donc c'est vraiment Voilà. la même Combo. combat. Voilà, c'est ça, vraiment les personnages hyper féminins, mais les mégères, les méchantes, Après, du coup, les pains-bêches. par rapport à ce panel, la grosse dame, pour le coup, elle n'est pas du tout euh, ni méchante ni dégradée par rapport à. Non, Elle est plutôt respectée, elle en impose aussi, parce que, bah, mine de rien, ils doivent tous se plier à ses règles. Donc, elle fait peur à Neville. Enfin, voilà, il y a quand même. oui, C'est pas, c'est sûr. c'est pas un personnage où ça. C'est vrai que là, pour le coup, c'est plutôt un exemple, comme tu disais, Zoé, de, de trucs qui n'ont pas été pensés. C'est pas parce ça n'a pas été pensé forcément. Je pense pas, je Euh, pense que c'est un personnage, je pense qu'elle l'a écrit comme un personnage un peu ridicule, mais en même temps sympathique, mais en même temps un peu, oui, un peu ridicule, un peu sympathique, un peu, j'ai du mal à trouver mes mots en français, c'est terrible, hein. Ouais, je pense c'est un peu ce personnage bonhomme comme ça qui est prompt un peu à des écarts comme ça. On voit à peu près à tous les Noëls ou Halloween. Enfin, dès qu'il y a un festin, elle est bourrée ou elle a fait Des des écarts excès, oui. des excès. Donc voilà, ça c'est ce que fait la grosse dame. Elle aime bien un peu enfin elle aime bien un peu jouer de son pouvoir, pas toujours ouvrir le tableau quand elle veut pas, quand elle s'estime un peu emmerdée pour rien. Mais si, voilà, c'est pas, on n'en sait pas plus. Je suis pas sûre, voilà, je pense que c'est un bon point de réflexion, mais c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant de grossophobie dans toute la Non, non, c'est saga. sûr. Mais par contre, je trouve que c'est un très bon point pour démarrer. Ça, c'est clair que je trouve que c'est un super exemple. Et c'est une très bonne porte ouverte. Et du coup, ça m'avait fait penser à un autre exemple. Alors là, c'est pas un portrait, c'est un fantôme qui est aussi désigné par sa corpulence, c'est le moine gras. Et là, je me suis dit, alors justement, parce que c'est différent, là, voilà, on sait qu'il est gras et on sait qu'il est moine. Donc déjà, il a son statut aussi de moine. Après, je pense que ça joue aussi sur l'imagerie. Pour le coup, il y avait un peu toute une tradition de critique sociale aussi au Moyen-Âge de si les moines sont gras, c'est qu'ils respectent pas enfin qu'ils en profitent un peu quoi de leur statut et qu'ils respectent pas leurs vœux de pauvreté, voilà de retenue, etc. Mais là en l'occurrence c'est plutôt lié bah voilà à la maison Pouf Souffle donc il y a pas de sous-texte forcément C'est le bon gros dégradé. sympathique, c'est la figure du bon gros sympathique. Il est un peu couillon quand même, hein. Il veut faire confiance à Peeves. Il est un peu, enfin, c'est la figure du bon gros sympathique, le bon gros gentil. Il y a les bons gros Et méchants, les bons gros stupides et le bon gros gentil. alors il y a quand même sa backstory sur Pottermore qui là pour le coup est assez intéressante et assez voilà, c'est vraiment c'est le symbole de sa maison, Pouf Souffle, hein, forcément. Donc c'est un symbole de bienveillance et de générosité euh, qui, euh, qui est assez marquant. Le fait qu'il s'engage pour. Enfin voilà, il aide volontairement les moldus, quitte à se mettre en danger, et c'est ce qui cause sa perte. Mais Ah, je connais pas sa backstory du coup. Alors rapidement, c'est alors c'est du coup un moine qui était connu dans la communauté pour être très très doué pour soigner les gens. Et du coup, et en effet, il était très très doué parce que il était sorcier. Et en fait, finalement, ça a fini par arriver aux mauvaises oreilles. Et du coup, bah voilà, il a été accusé de sorcellerie. Et il est mort pour ça. Mais voilà, du coup, c'est quand même. Voilà, c'est une backstory sur Pottermore. C'est pas dans les livres, mais c'est quand même assez chouette, je trouve, Ça donne effectivement un peu comme. plus d'épaisseur. Mais après, enfin, je peux comprendre que effectivement, ça soit un peu le côté, enfin, bon égal, enfin, gros, enfin, c'est enfin, il y a un côté, je trouve un peu dans la façon dont c'est amené la backstory, sur le côté trop bon, trop con, en fait. Et, comme on dit parfois, et sur le côté sur le fait que bah, il a voulu aider les gens, mais bah, il s'est fait couillonner parce qu'il n'a pas su.
Puis c'est un peu bizarre il aussi a quand pas on su se sait que dans protéger, toute quoi. la série Harry Potter, on est censé savoir que justement la chasse aux sorcières ça a pas super bien fonctionné quoi. En plus, oui. Donc Bah, ça a quand même assez bien fonctionné pour qu'il y ait une mise en place du secret magique. Donc, c'est que quand même, au bout d'un moment, les sorciers, ils Ouais. étaient trop persécutés pour se dire on continue à cohabiter au grand jour, quoi. Donc, c'est quand même. Mais voilà, c'est juste. Voilà, le moine gras, c'est un des exemples, justement, de probablement des raisons pour lesquelles il y a eu séparation des deux mondes. Voilà, enfin, je voulais juste le mentionner parce que c'est vrai que c'est un peu la même chose que la grosse dame, dans le sens où on le connaît juste sous son. Je crois Mm. pas qu'on ait son nom, même dans la backstory. Faudrait vérifier, mais je ne me semble pas. Et mais voilà, lui pour le coup, il a une backstory, contrairement à la grosse dame. ça c'est Mais, cool. mais ouais, ça c'est cool. Mais c'est vrai que du coup, par rapport aux autres fantômes des maisons, euh, alors c'est vrai que dans le Baron Sanglant, on connaît pas son nom non plus. On connaît même dans la, mais il a, enfin voilà, Sir Nicolas, il a son nom complet, Nicaise sans tête. La Dame Grise, c'est Helena Serdaigle, donc on a un nom complet. Effectivement, lui, on n'en a pas et c'est celui qui est un peu réduit. Après, ça colle un peu à l'image des Poufsouffles dans les livres, dont c'est ceux un peu dont on parle le moins et Oui, qui parce sont que un le peu mis de baron côté. sanglant, la seule raison pour. Enfin, on se demande quand même comment ça se fait qu'il est devenu la coqueluche de Serpentard. Oui, Il est quand même. Il est horrible, quoi. Donc, c'est. clairement. Ouais, c'est après aussi un rappel aussi c'est que les stéréotypes grossophobes c'est pas tous des stéréotypes négatifs hein. Au même Ouais. titre que enfin n'importe quel stéréotype que ce soit encore une fois sexiste, raciste, etc. C'est pas forcément négatif. Il y a des stéréotypes qui sont censés être positifs et ça reste un stéréotype ancré dans le mécanisme d'oppression dont on parle donc ici la grossophobie. Mhm, effectivement. Euh, mais du coup, après cette petite entrée en matière, on peut être rentrer justement dans le cas de personnages qu'on connaît un peu plus, notamment enfin, les premiers personnages qu'on rencontre quand on commence à lire la saga. Et je pense évidemment aux Dursley, qui sont enfin pas les seuls, mais en tout cas qui sont particulièrement concernés, enfin, parmi les personnages les plus concernés les plus victimes de grossophobie dans Harry Potter. Donc on a principalement Vernon, Dudley et la tante Marge, qui sont tous les trois définis comme gros, voire obèses, et où à chaque fois cette caractéristique physique est associée à leur méchanceté. Parce que ce sont des personnages qui sont méchants, ce sont des personnages qui sont gros, mais les deux sont liés. Enfin, il y a une association qui se crée entre les deux. Ouais. Voilà, c'est Euh, évident. c'est Ils sont ça. les Et trois. parce que enfin, voilà, comme si l'un était lié ou dépendant à l'autre, avec des comparaisons qui sont assez, enfin, particulièrement violentes. Voilà, où Dudley est comparé à un bébé cachalot. On dit qu'il a atteint l'objectif qu'il s'est fixé à l'âge de 3 ans, qui est de devenir plus large que haut. Euh, Les descriptions il... physiques sont extrêmement violentes dans Harry Potter, Ouais, c'est terrible et particulièrement grossophobe. J'ai juste aussi signalé ouais, que gros et obèse, c'est juste deux mots qui sont interchangeables. Hein. C'est pas pire d'être obèse que d'être gros. Obèse, c'est juste un terme ancré dans le lexique médical, mais c'est la même chose quoi. Et non, et clairement ok. les trois personnages ici sont euh, sont décrits clairement leur poids et leur physique est central et fait partie de leur description. Je pense quasi pas dans le tome 3 de mémoire, c'est extrêmement dur de trouver un passage qui part de la tante Marge sans qu'on mentionne son double menton qui tremble, ses mains dodues, ses bagues qui lui serrent les doigts. Enfin, c'est omniprésent et Dudley c'est Mm. pareil, que ce soit il y échappe pas, que ce soit de l'âge d'un nourrisson Oui. jusque dans l'adolescence, ça se calme un petit peu quand il devient musclé quoi, mais sinon c'est et d'ailleurs il devient musclé et ça y est, il se découvre un gramme d'empathie en faisant un régime, c'est super. Oui. Voilà. Désolée du coup pour effectivement je pensais qu'il y avait une différence entre que c'était deux termes différents qui correspondaient à deux réalités différentes entre
Non, bon c'est juste que et voilà. le lexique médical fait toujours, nous donne toujours un peu l'impression que c'est pire, mais c'est pas, non, pas Ok, particulièrement. Surtout qu'on tombe très très vite, vu que le terme obèse et la classification obèse, c'est basé sur l'indice de masse, qui est quelque chose de ouais, complètement désuet et qui a été prouvé comme particulièrement pas fiable depuis des années. C'est basé sur ça, c'est absolument très facile de tomber dans la catégorie obèse. ok, Donc voilà, c'est d'accord, ok, bah merci du coup pour pas de souci. l'explication. Mais ouais, c'est vrai que sur, enfin, voilà, mais en relisant le tome 1 il y a pas très longtemps, sur le, quand on parle quand ils vont au zoo et qu'elle dit que voilà, tout ce qui, il regarde, Harry qui regarde un singe et dit, qui ressemble énormément à Dudley, sauf qu'il est pas blond. Il y a vraiment, enfin aussi cette association particulière, je trouve, entre le poids des Dursley, enfin, et la bêtise. Parce qu'on parlait aussi de la méchanceté, mais il y a vraiment aussi cette idée de tu es gros, donc tu es Bête. bête, Ouais. Ouais, qui bien sûr. revient très souvent. Ouais, bien sûr, ouais, c'est très impressionnant. Ceux qui m'ont marqué, moi, donc ouais, le tome 1 est très très fort là-dessus parce que c'est l'introduction, et le tome 3 sont assez parlants, et pour moi c'est intéressant parce que c'est aussi les deux tomes qui restent encore dans une littérature pardon jeunesse, plutôt jeune, Mhm. quoi, sur le spectre. Donc c'est Ouais. intéressant. C'était une autrice que j'aime beaucoup de fantasy qui s'appelle Ursula Le Guin, Ah oui, oui. qui avait fait c'est Ursula K. Le Guin, ouais, c'est ça. Je Oui. savais qu'il y avait une lettre au milieu, mais j'oublie toujours quelle lettre. Quand on lui avait demandé son avis sur Harry Potter, elle avait dit qu'elle avait pas trop compris pourquoi c'était encensé, enfin qu'elle trouvait ça pas mal, mais pas sans que ce soit d'une grande originalité, mais surtout qu'elle avait dit, qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'elle trouvait que éthiquement c'était plutôt elle avait dit en anglais mean-spirited, donc la traduction ce serait Mm. méchant, mais qu'elle trouvait qu'éthiquement, pour un livre pour enfants, qu'elle trouvait ça plutôt, enfin au niveau des valeurs, qu'elle était pas trop sûre de ce que ça, de ce que ça promouvait aux enfants. Et alors dans cette interview-là, et elle a toujours des citations absolument incroyables. Ursula K. Le Guin, c'est une autrice géniale que je recommande. Et alors en plus, elle a toujours une citation. Elle est morte il y a pas très très longtemps et elle a 20 ans d'avance sur tout le monde, quoi. Donc si un jour il y a un sujet qui vous intéresse sur la fantasy, sur la littérature jeunesse, il faut taper citation Ursula K. Le Guin parce qu'elle a souvent quelque chose à dire mais il y a 20 ans, quoi. Donc en plus, du coup, c'est très drôle. Et ouais, sur J.K. Rowling, elle avait dit ça, elle avait dit autre chose enfin, elle a 2-3 trucs comme ça sur Harry Potter qui sont très pertinents. Et quand on regarde, c'est drôle parce qu'effectivement, ça a créé une fandom qui a une grande attention sur la justice et l'égalité, et qui s'est énormément retrouvée, mais finalement aussi en termes de valeurs peut-être un peu plus complexes. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe, et notamment sur les questions par exemple de comment on décrit les gens, de description physique, etc. Ça tape dans le mille, quoi. C'est vrai que c'est pas top, quoi. C'est pas très gentil C'est vrai pour le que dire simplement. c'est vrai que si on revient sur Dudley, il y a quand même le summum de l'agression d'Hagrid qui lui affuble une queue de cochon. C'est atroce, quoi. Voilà. Et c'est vraiment joué en fait sur un humour grosse, mais profondément grossophobe, et qui est qui manque profondément d'empathie et de, ouais, et c'est très facile aussi, quoi. C'est un ressort Oui. humoristique hyper facile, et ouais, qui est quand même qu'on peut questionner, quoi, quand on veut essayer d'enseigner des valeurs à nos enfants, voilà. Parce que c'est tous des Gryffondors, hein, voilà. Rowling, Harry, Hagrid, c'est tous des Gryffondors, donc voilà. Mais surtout, ce que je trouve particulièrement marquant dans cette scène avec Dudley et la queue en tire-bouchon, c'est que, enfin, en fait, Dudley, voilà, ça fait 2-3 chapitres qu'on le voit. On voit que c'est quelqu'un qui est, enfin, c'est un enfant qui a été pourri gâté, qui est agressif avec Harry, qui est pas, voilà. Et donc, enfin, le lecteur, il est invité évidemment à compatir avec Harry, Dudley. Dudley, c'est le petit chouchou. Harry, il est maltraité. Donc, Oui, et c'est évidemment. normal de compatir avec Harry, hein, faut Oui, non, remettre mais dans bien le sûr. Oui, contexte, oui, bien mais sûr. C'est normal de compatir avec Harry. Et c'est aussi, je pense, humain de se dire, bah, Dudley, il devrait être puni.
Mhm. Enfin, dans le sens où bah, quand quelqu'un fait quelque chose de méchant, tu lui dis que c'est, enfin, en tout cas, enfin, qu'il y ait quelque chose qui se passe pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas normal. Et c'est Mais ça que c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on veut apprendre aux enfants, que l'empathie et le sens de la justice, il vient dans une punition qui se moque du physique. c'est ça, ouais. Et est-ce que le lien que tu as envie de créer entre ton protagoniste et ton lecteur, c'est un lien qui est basé sur la détestation, quoi, la haine, même si elle est d'une certaine façon justifiée? Est-ce que c'est là que tu veux créer l'empathie, c'est dans cette haine, ou est-ce que tu veux créer l'empathie dans autre chose? Elle ouvre la porte parfois à une forme d'empathie Mm. envers Dudley, mais elle est jamais explorée. On sait, à aucun moment on saura ce qu'il a vu et ressenti par rapport quand les détraqueurs s'approchent de lui. Mhm. Même si Mm. c'est, voilà, même si oh, incroyable, les personnes grosses et les personnes méchantes, fondamentalement mauvaises, peut-être vivraient des expériences mauvaises. Enfin, c'est une façon de créer l'empathie et de créer un lien avec les lecteurs, les lectrices qui est très facile et qui est finalement, qui manque d'empathie, qui manque de finesse, et en fait de gentillesse presque. J'arrive Ouais. pas à trouver un mot moins cucu en français. Mais ouais, c'est ça, c'est kindness en anglais, c'est aussi Ouais. vachement intéressant parce que c'est euh, tout notre système de justice d'ailleurs en Occident, il est basé sur justement sur la justice punitive. Donc c'est intéressant de se poser la question comment est-ce que on peut inculquer une forme de justice qui est plutôt réparatrice, qui est basée sur d'autres systèmes de valeurs. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement, enfin là, Dudley, même si on a envie que Harry puisse avoir entre guillemets, enfin sa vengeance, parce que enfin c'est pas vengeance, mais en tout cas que voilà que Une forme de Dudley, justice, quoi. Ouais, une c'est forme de ça, justice. qu'il obtienne justice. Mais du coup, en fait, ce besoin de justice, il est présenté comme étant satisfait par en fait une agression. C'est ça. Enfin, et ce qui est horrible, c'est que bah, le sort que lance Hagrid à Dudley, c'est jamais présenté comme une agression. Mhm. C'est présenté comme quelque chose qui est drôle. C'est présenté comme quelque chose qui est mérité. Et en fait, on oublie complètement que bah, c'est un gamin qui a 11 ans, que en fait, on est invité à rire de ça, à se dire bon bah ça y est, Harry, il est enfin vengé, alors que bah en fait, Dudley à 11 ans, bah il est pas réellement coupable. Bah, Enfin, il est les ce qu'en coupables, ont fait ses parents, quoi. Il est ce c'est ça. que, comme tous Mais, les mais enfants de parents qui sont abusifs et qui sont violents et c'est il ça, est ce que ses parents en ont fait, quoi. Il est aussi c'est une ça. Même victime. si, même Mais, si mais les- ça, du coup, c'est bien, j'ai l'impression que c'est quand même. Effectivement, ça justifie pas ce moment-là, mais le fait que Dudley soit une victime d'une forme de maltraitance de la part de ses parents, c'est quelque chose qui est quand même largement sous-entendu et oui, Mais uniquement parce qu'il est gros. souligné. Mais... Quasiment. Il y a quasiment, enfin, vu la manière dont il est décrit, finalement, c'est très compliqué d'en tirer une autre leçon que la punition infligée, c'est que tu es gâté et surnourri, enfin, beaucoup trop nourri, et donc tu es énorme et tu es gros, et c'est ce qu'ont t'ont infligé tes parents. On peut imaginer, si on va dans une lecture peut-être un peu plus généreuse, on peut imaginer que Dumbledore, quand il dit vous avez infligé des dégâts à votre fils, il parle de sa méchanceté, de son égoïsme peut-être, mais Oui, on n'a pas ses la, caprices. oui, enfin voilà, mais on n'a pas la chance de l'explorer parce que malheureusement, déjà comparativement, c'est mentionné tellement peu par rapport à son physique et ses défauts et ce qui fait subir à Harry que bah c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais aussi de toute façon la manière dont J.K. Rowling écrit Harry Potter, et c'est le gros défaut de la série pour moi, c'est qu'il y a très peu de place pour une forme de justice réparatrice, mais qui implique aussi une guérison, c'est-à-dire que une justice qui promet aussi une forme de paix et une forme de guérison pour les personnes qui ont subi des injustices. Et il y a pas de comment dire, il y a pas de moment où Harry va avoir une chance d'adresser les dommages que ça lui a infligé, vraiment d'être maltraité, et peut-être d'avoir des adultes comme Dumbledore ou McGonagall qui s'excusent de l'avoir laissé ouais. avec ces gens-là. Il n'y a pas d'adulte qui s'est rebellé contre Dumbledore en disant non mais attendez, c'est n'importe quoi, je vais aller le chercher là. Enfin,
qu'est-ce que vous foutez, on va pas faire ça. Il y a personne qui vient vérifier. Ils savent qu'il vit dans un placard pendant 12 ans, mais 11 ans, mais par contre personne va venir les empêcher. Enfin, c'est absolument horrible, quoi. C'est un livre qui nous apprend que c'est pas grave si t'as été maltraité toute ta vie, parce que t'es un héros au final. Donc tout ça sera effacé par ton courage et le monde magique dans lequel tu vas rentrer, mais tu n'auras à aucun moment tu n'auras besoin que les personnes qui étaient responsables de ton bien-être et qui auraient pu te sauver, à aucun moment tu n'as besoin que ces gens-là prennent leurs responsabilités et soient mis face à ce qu'ils t'ont fait subir et à leurs responsabilités dans ta maltraitance et dans ce que t'as vécu, quoi, en tant que victime. C'est absolument horrible, quoi. Clairement. Mais en plus, enfin, ce que je trouve particulièrement triste dans le cas du traitement des personnages des Dursley, c'est que c'est quasiment toujours Dudley, du coup, qui est l'enfant, qui en prend pour son grade, Ah oui, là oui, où c'est celui qui est le moins responsable c'est clair. de tout ce que peut subir Harry. Enfin, il y participe, mais voilà, comme on dit, il y participe parce que c'est un enfant et il copie ce que font ses parents. Et enfin, si ses parents sont agressifs, il n'a pas de raison de pas lui l'être. Mais c'est pareil sur le côté, on a à nouveau tout ce cliché de les personnes grosses ne pensent qu'à manger et et on peut s'en moquer aussi. Enfin, quand les frères, quand les Weasley viennent chercher Harry dans la coupe de feu et que Fred et George, je trouve ça très drôle de Oui, bien sûr. faire tomber la praline longue langue et que du coup, Dudley il manque de s'étouffer à cause de ça. Voilà, à nouveau, c'est un truc qui est censé être drôle et qui est écrit en fait comme une scène comique. Mais bon, enfin ça c'est le cas de beaucoup de scènes et de beaucoup de personnages, mine de rien, qui sont écrits comme étant des personnages comiques, mais qui sont vraiment des personnages tragiques et qui sont Mais du coup, extrêmement ouais, ouais, non, victimes. c'est très triste. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir aussi l'écart euh, entre les descriptions du livre et les acteurs qui ont été choisis pour le Ouais, film. Euh, ouais, c'était très intéressant de voir comment ça a été traité. Ouais, ça m'a vraiment frappé, moi, de voir que finalement ils ont pas casté des personnes trop grosses. Il y a quand même une limite qu'on peut pas dépasser dans le visuel, alors que clairement c'est une limite que Rowling ne se pose pas du tout dans son écriture, quoi. Donc mais c'est très intéressant. mais alors du coup, je suis curieuse, est-ce que pour toi c'est une bonne chose dans le sens où on évite d'avoir forcément des personnes, de renforcer encore plus ce cliché de ces personnes sont grosses et sont méchantes, ou est-ce que au contraire, en fait, il faut montrer des personnes grosses à la télévision parce que ça fait aussi partie d'un effacement qui se produit euh, dans les médias et justement c'est une bonne chose de voir plus d'acteurs gros dans des films ou dans des séries. Moi, j'ai adoré l'acteur de Vernon. Je trouve qu'il est très bien casté. Je sais pas, je pense pas que ce soit pire ou mieux. Je pense que c'est de la grossophobie. De toute façon, la grossophobie dans Harry Potter, elle est là, et je pense que la grossophobie ne s'efface pas tellement dans les films. Elle est présente dans d'autres façons. Ouais. Et la manière dont elle s'exprime entre autres dans les films, c'est que on ne va pas imposer aux spectateurs de voir des corps trop gros. Ouais. C'est pas possible. C'est absolument impensable qu'on caste des personnes beaucoup trop grosses pour un film pour enfants en plus. On peut pas faire ça, quoi. Donc c'est assez intéressant, mais après ça se passe avec tout le phénomène aussi d'embellissement entre guillemets qui se passe quand il y a une adaptation hollywoodienne. Ça c'est encore un Ouais. autre sujet, mais pour moi c'est pas pire ou mieux. Juste une expression de la grossophobie qui s'exprime d'une autre manière dans un autre format, quoi. Ok, Donc, effectivement, voilà. j'avais pas du tout pensé à ça, mais ouais, c'est super intéressant. Et après, sinon, il y a Pétunia qui est aussi la seule personne maigre, mais qui est décrite de manière, pareil, extrêmement misogyne, et qui est décrite dans toute la splendeur des espèces de clichés qu'il y a, pareil, avec la maigreur. Elle est mauvaise, elle est aigre, elle est complètement flétrie de ressentiment et ouais, voilà, quoi. Donc, du coup,
c'est la seule c'est la seule des Dursley quoi qui est pas grosse, mais elle est, enfin sa description physique, elle en est pas moins problématique. Oui, Pour autant, mais quoi. moi ce qui m'avait marqué aussi, c'est de me dire, enfin voilà, c'est la seule qui n'est pas décrite comme grosse, mais du coup c'est aussi la seule qui est reliée, enfin voilà, qui est liée directement, qui a un lien de parenté direct avec Harry. Et pour moi, enfin, je me demandais aussi s'il n'y avait pas un sentiment de, comment dire, enfin vouloir un peu euh, atténuer un peu les choses. Voilà, les personnes qui ont des liens de parenté avec Harry, parce que Harry c'est le petit héros tragique, etc. Voilà, surtout au début, c'est vraiment comme ça. Elles sont pas grosses. Lily Potter n'était surtout pas grosse. Elle était très belle et donc forcément très mince, parce que c'est un peu le cliché avec lequel elle est écrite. Et donc Pétunia ne peut pas être grosse, mais enfin parce qu'il y a ce côté. Je pense qu'elle aurait pu être Ouais. la grosse sœur, mais elle n'a pas choisi ce cliché-là pour ce moment-là. Mais Ouais. oui, c'est peut-être qu'il y a un lien, je sais pas. C'est très possible. Moi, je pense que c'est plutôt pour varier justement dans dans Ces les habitudes clichés. de Rowling voilà, c'est ça, les habitudes de Rowling d'associer des traits physiques à la moralité du personnage. Bah voilà, comme elle y allait à fond sur Vernon et Dudley, bah pour varier un peu les adjectifs, bah, Pétunia, comme tu dis, très très maigre, et donc la sécheresse. Sa sécheresse s'exprime dans son physique aussi. Et donc, je pense que c'est ça. Mais ce qui est Mm. intéressant, c'est qu'il y a le contraste, du coup, entre la maigreur de Pétunia, qui est, du coup, une caractéristique, voilà, qui rajoute son côté sec et mauvais, alors qu'on a la maigreur de Harry, qui est là, pour le coup, un signe de sa maltraitance. C'est ça. Donc, Et puis après, la Pétunia, elle est aussi en comparaison avec Vernon, qui est c'est ça. Vernon qui est toujours dans l'excès. Lui, sa rage, elle s'exprime. Il est plein de rage, il est plein de colère, de méchanceté. Mhm. Et Pétunia, toute sa méchanceté, elle est dans la retenue, dans tout ce qu'elle ne dit pas à Harry, qu'elle ne partage pas sur sa sœur qu'elle connaît. Elle pourrait lui parler de sa mère, elle pourrait lui... C'est tout ce qu'elle retient et qu'elle cache, alors que... Ouais, Et qui la mange de l'intérieur. Exactement, voilà. C'est voilà, c'est tout le, tout le truc. Mais du coup, Elle est très aigrie, quoi. Elle est aigrie. Elle C'est est vraiment, aigrie. je pense, le mot qui lui convient le mieux. Et de toute façon, après, globalement, moi, ça, c'est un truc aussi qui est terrible. C'est les descriptions physiques des personnages Harry Potter sont d'une violence, d'une méchanceté, c'est terrible, quoi. Elle fait le lien avec le physique enfin, c'est, ouais, en permanence, quoi. Pansy Parkinson, je sais plus ce que c'est en français, mais en anglais, elle est comparée à un pug, un carlin, quand même. Je crois que c'est un Ouais, pékin. c'est un bulldog dans la version Un française. bulldog, voilà. Ouais. Enfin, il y a que des trucs comme ça. Neville, il a ses petites joues joufflues parce que c'est le bon imbécile de service, quoi. Balourd. Justement, on voulait parler justement de Neville, bah effectivement, au début en tout cas, son côté enrobé, un peu rond, entre guillemets, c'est lié à sa faiblesse, Oui, qu'il apparaît comme plus faible que les autres. Il est décrit comme un visage en forme de lune, c'est ça, quelque chose comme ça. Ouais, il a un visage lunaire, ouais. Ouais. Et on le sent, voilà, c'est clairement le type d'élève qui est harcelé par les autres. Et donc, on rentre dans ce... Mais alors, du coup, là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans on le dénonce un petit peu quand même aussi, parce qu'on sent on sait pas trop si Neville... Là, c'est un peu à l'inverse. On ne sait pas si c'est parce qu'il est gros qu'il est harcelé, ou est-ce que c'est parce qu'il est un peu faible qu'il est gros. On ne sait pas dans quel sens le l'un prendre. nourrit l'autre, quoi. C'est les deux, hein. C'est l'un. Enfin, puis surtout, les deux sont pas mutuellement exclusifs, quoi. Ouais, mais traité quand même, comme on a toute une progression là pour le coup pour le personnage, c'est un peu plus, pour le coup, il est présenté comme une victime, mais pas une victime de son poids, plutôt une victime de la manière dont les autres le traitent. Donc, je trouve ça un peu moins... Bon, c'est un personnage positif par rapport à ceux qu'on a mentionnés jusque-là, mais ça peut être... Encore une fois, les stéréotypes grossophobes, c'est pas que des stéréotypes négatifs, quoi. C'est ça. le bon bonhomme gentil. Mais là, c'est plutôt la grossophobie
pas forcément de la plume qu'il écrit, mais plutôt des autres personnages autour de lui, quoi, qui s'expriment. Je pense que c'est les deux, moi. Je pense qu'elle l'a écrit, c'est elle qui l'a écrit gros, hein. C'est pas, il est pas, il est pas sorti comme ça. Elle l'a écrit potelé et d'ailleurs plus ça avance, moins elle l'écrit potelé, moins c'est mentionné, quoi. Et ça, c'était un truc qui m'intriguait justement sur l'évolution du physique de Neville, parce que on a beaucoup cette image, je pense, des films Clairement. où Neville, au début, on sait qu'il avait notamment, enfin, il avait des fatsuits, qu'on lui mettait des coussins pour lui faire des plus grosses fesses, des choses comme ça pour grossir le personnage, et progressivement, ils ont arrêté en même temps que le personnage s'affirmait. Et il y a du coup, enfin, dans le film, je trouve que c'est assez marquant le côté tu tu es mal à l'aise dans ton corps, dans ta peau, etc. Et tu es en surpoids. Au fur et à mesure que tu t'affirmes et que tu deviens un héros, parce que voilà, Neville devient progressivement, enfin, rentre vraiment dans la catégorie des héros de la saga au fur et à mesure, bah tu mincis et tu atteins ce physique un peu idéal. Alors, dans la saga, on n'a pas non plus vraiment, enfin dans les livres, de description d'évolution physique, mais je trouve que rien que le fait en fait que ce soit plus rappelé, que en tout cas voilà, dans les premiers tomes on disait qu'il voilà, comme tu dis, il avait un visage très rond, voilà, c'est souvent rond, joufflu qui est utilisé pour le décrire. Bah, le fait que ça disparaisse en même temps qu'il devienne important, enfin que son personnage prenne de l'importance, enfin pour moi ça envoie du coup aussi un message super négatif Ah, de bien sûr. en fait voilà, là maintenant il est plus gros, donc enfin on vous parle, enfin il est important, donc on n'a pas besoin de rappeler qu'il est gros, parce que si t'es gentil, si t'es sympa, si tu fais avancer l'histoire, bah t'es pas gros en fait. Alors peut-être qu'il l'est toujours dans l'image que se fait l'autrice quand elle l'écrit, mais en tout cas, il est plus décrit comme tel, et donc le lecteur peut s'imaginer ce qu'il veut en termes d'évolution. Non, mais bien sûr, et c'est surtout aussi, puisque t'es courageux, tu mérites qu'on ne mentionne pas le pire de toi. Moi de mémoire, les seules descriptions physiques qui sont faites de Neville vers la fin, c'est plutôt par rapport aux cicatrices qu'il a, Oui, justement, et à ce qu'il subit. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui me marque le plus. oui, c'est ça. Enfin, il a fait la guerre entre guillemets. Enfin voilà, à Poudlard C'est ça. contre les carreaux, il s'est rebellé. Et après ouais, dans les personnages qui sont gros aussi, Crabbe et Goyle, c'est un peu, ça dépend un petit peu de comment on le lit, quoi. Ils sont surtout imposants. Enfin, ils sont quand même surtout censés être gros, grands et pas malins, quoi. Oui, c'est l'archétype de la grosse brute, quoi. C'est Mais ça. pas. On sait pas si on doit les imaginer gras ou si on doit les imaginer juste. Ils sont quand même comparés à Dudley, hein. Ouais, c'est vrai. Donc du Mais coup, alors, ils sont comparés à Dudley dans leur physique ou dans dans leur leur attitude, attitude ouais. de, de, Je- de brute, quoi. ouais. Mais Enfin, pour moi, le fait que le lien se fasse de manière aussi évidente pour Harry, sachant qu'on les décrit quand même, enfin voilà, et que c'est enfin pour moi ils sont un peu c'est des gorilles. Donc, ouais, c'est ça, c'est des gorilles. Donc c'est pas, enfin c'est clairement pas une description physique qui est flatteuse. Mais un gorille, c'est pas forcément la description d'associer un physique à un gorille, c'est pas forcément gras. Ça peut être une Ouais, baraque, quoi. Ça peut être oui, quelqu'un de très musclé. c'est Donc, vrai. Et ouais, puis c'est surtout aussi, pareil, c'est le singe est bête, le singe est moins humain. Aussi, Ah, c'est clair, cette c'est espèce clair. d'idée de presque humain, mais pas trop quand même, quoi. Mm. Non, c'est clair, mais c'est pas. Et alors après, dans les autres personnages gros négatifs, il y a... Qui est-ce qu'il y a Il y a Il y a Ombrage. Ombrage, ouais. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment la méchante petite grosse. Qui Puis en vraiment plus... c'est ouais. Et puis alors en plus d'être grosse, elle a le malheur d'être hyper féminine en étant grosse, ça c'est vraiment le sacrilège, quoi. Alors là, c'est surtout elle a l'audace d'être féminine alors qu'elle est moche. C'est ça. Ouais. Mais Parce que elle est moche parce qu'elle est grosse. déguisé, voilà, un crapaud déguisé en fille. Alors là, il y a rien de pire. C'est ça, c'est Ouais. vraiment le crime par-dessus tous les crimes. Et clairement, elle est moche parce qu'elle est grosse, quoi, entre autres. En tout cas, c'est ça qui est expliqué.
Et parce qu'Elleuse portait du rose qui ne lui sied pas du tout. Voilà. Comme on C'est sait vraiment tous, les ça. personnes grosses ont le droit de s'habiller que en beige En ou en noir, noir. ouais, Ouais. c'est ça. Sinon, ça va pas du tout. Mm. Mais ouais. Comme Pour disait ma Crabbe et Goyle, mère, ma mère quand j'étais ado, si j'osais mettre des habits de couleur, elle me disait tu ressembles à un panneau de signalisation. oh, Voilà. C'est le genre de D'accord. choses qu'on dit aux personnes grosses. Alors là, par contre, Ombrage, par rapport à tous ceux qu'on a mentionnés jusque-là, elle est pas bête. Elle est pas du tout décrite non. comme... elle a vraiment une puissance malfaisante, mais elle rentre pas... et qui est liée, du coup, effectivement, à son physique, enfin, qui est associée à son Mm. physique. Mais c'est pas le même archétype qu'on a cité jusque-là. Elle est vraiment... Elle est plus power hungry, comme on dit en anglais. Elle est plus aussi très assoiffée de pouvoir, mais et parfois c'est ça qui la rend bête un peu, quoi. Qui la Ouais, rend un peu idiote. aveuglée en fait. Un Voilà. peu Et aveuglée après, par elle est sa dans sa soif. assoiffée, ouais, c'est ça, assoiffée par le pouvoir et donc aveuglée par ça. Et après un petit peu dans la manière dont elle est critiquée par Hermione, parfois critiquée aussi par d'autres personnages comme il y a Slughorn qui la critique aussi en disant qu'il la trouve idiote. Donc par rapport aux discriminations qu'elle fait et aux espèces de préjugés qu'elle a, ça c'est décrit vraiment comme stupide. Mais sinon c'est vrai que c'est pas un personnage bête dans la manière dont elle est écrite. Ouais. À part quand c'est pour une question de pouvoir et qu'effectivement elle devient un peu, elle a un peu des œillères quoi. Mais sinon elle est plutôt manipulatrice après elle est pas décrite comme bête mais elle est pas non plus particulièrement intelligente, hein. Elle est pas particulièrement Non. maline, C'est vrai. c'est pas Non, alors mais que elle est par efficace. ouais mais parce qu'elle a une force parce que derrière elle a une espèce un pouvoir institutionnel quoi qui lui est mais qui vient pas d'elle quoi, c'est pas une ressource personnelle quoi, Ouais. elle est clairement. Et après si on regarde un petit peu dans les écrits sur Pottermore, etc., on se rend compte qu'elle est très manipulatrice, qu'elle arrive à ses fins, qu'elle grimpe les échelons en récupérant le travail d'autrui, en se donnant... Elle est opportuniste, ouais. Ouais. Voilà. Mais Donc, après, c'est vrai que en termes de bêtises, on peut quand même dire, enfin voilà, elle s'est quand même laissée berner. Alors bon, certes, Hermione est quelqu'un de Mais particulièrement oui, c'est ça. intelligent, mais elle se fait quand même berner par Harry et Hermione qui l'emmènent dans la forêt interdite et elle se méfie pas plus que ça. Et c'est ça, il y a plein de voilà. moments où elle se fait complètement avoir, quoi. Elle est pas particulièrement fine, enfin, c'est pas, Non. oui, c'est pas un perso très malin, quoi. C'est ça. Mais moins idiot, voilà, décrit comme moins idiot peut-être que Dudley ou Crabbe et Goyle, mais par exemple, c'est pareil, Vernon, il est pas décrit comme complètement stupide, il est surtout très méchant. Oui. Pareil, il a pas inventé l'eau chaude, mais enfin, c'est pas non plus la bêtise de son fils, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, il est un peu. Je pense un peu l'image possible, enfin, bas du front, mais de la même manière que sont décrits tous les moldus en fait, parce que c'est un peu toujours cette opposition entre les moldus qui sont ignorants de tout ce qui se passe autour d'eux, ouais, au fait que les sorciers existent. Donc il y a un peu peut-être cette forme de bêtise, mais qui est pas du tout la même non plus. Enfin, c'est pas, il est pas considéré comme bête par les moldus. Quand on voit quand il reçoit ses clients là, je sais plus les Mason là dans le 2. Enfin voilà, on n'a pas, on le voit pas beaucoup en compagnie d'autres moldus, mais il n'a pas cette image de personne qui est perçue comme bête par ses pairs, effectivement. Donc ça change aussi un peu la dynamique quoi. Après, c'est intéressant parce qu'en fait, si on regarde, moi j'avais regardé avant cet épisode, j'avais regardé sur Body Positive University, qui est un site donc sur de body positive et de fat activisme comme on dit. Et il y a toute une liste comme ça de figures de style, de tropes qui sont grossophobes. Et c'était très intéressant parce que c'est tout des tropes qu'on retrouve à travers Harry Potter vraiment très régulièrement et qui sont pas forcément négatifs mais pas forcément positifs. Voilà, qui peut même parfois avoir un aspect positif. Ouais. Et ouais, c'était très intéressant de voir c'est des exemples de figures de style qu'on retrouve à travers plusieurs médiums de fiction quoi. Du coup c'est intéressant quoi, il y a pas que des exemples de stéréotypes négatifs. Bon là
un qui est quand même très clairement dans le stéréotype négatif, c'est Peter Pettigrew. Ouais. Voilà, c'est encore une fois, c'est le faible du groupe d'amis qui en plus après trahit et qui ressemble à un rat qui a des dents. Voilà. Ouais. Pas grand chose pour lui. C'est vrai que là, son physique, alors bon, on le voit quand même un peu dans les souvenirs avant, hein, parce que c'est vrai quand on le revoit à partir donc dans le présent de Harry, son physique, il est associé au fait qu'il a passé 12 ans sous forme de rat, donc forcément, comme tous les animagus, il reste marqué, tous les animagi, il reste marqué par sa forme animale, donc c'est dégradant pour céder la description phisique d'être associé au rat, c'est sûr. mais c'est vrai que même indépendamment de ça, c'est le. Bah, en plus, tu avais noté ça, Ipio, la traduction, entre guillemets, qui n'est même pas une traduction en français, de Pettigrew qu'on lit en français Pettigrew. C'est ça, parce que du coup en anglais ça s'écrit Grew vraiment G-R-E-W, et en français, Jean-François Menard a modifié en G-R-O-W. Donc ça se lit vraiment, si on lit vraiment avec un gros accent français, son de famille, c'est littéralement Pettigrew. Pettigrew. Et donc c'est super. Enfin, je suis très partagée en fait sur ce choix de traduction, parce que d'un côté, en tant que traductrice, je me dis bah je trouve ça intéressant d'avoir essayé dans un livre où on a tendance à vouloir mettre beaucoup de l'identité des personnages dans leur nom. Enfin, c'est souvent c'est souvent quelque chose, voilà, professeur de botanique, Chourave, enfin voilà, il y a toujours un peu une association comme ça entre leur nom et leur rôle. Mais enfin voilà, dans le cas de Pettigrew, c'est vraiment ses caractéristiques physiques le définissent. Ça devient son nom de famille. Et ce qui n'est pas du tout le cas en anglais. Après, ça peut être un tour de force de traduction qui reste grossophobe. Oui, c'est ça. Encore une fois, les deux ne sont pas. C'est ça. Moi, je trouve que c'est très malin, c'est très bien fait, et c'est un excellent traducteur. On peut pas lui retirer ça. Hein. Ah oui, donc j'irais pas lui retirer ça, vraiment... mais je suis partagée. Enfin, d'un côté, je trouve ça très intelligent, d'avoir pensé à ça, d'y avoir pensé, et effectivement, ça colle au personnage. Mais de l'autre, je me dis, je sais pas si aujourd'hui j'étais confrontée à ça, je suis pas sûre que j'aurais envie de traduire ce nom comme ça, parce que je trouve ça problématique, quoi. Parce que du coup, dans le nom en anglais, il y a peut-être plus une allusion à sa mesquinerie, à son... Oui. C'est Pettigrew, quoi. Celui Petty, c'est vraiment la mesquinerie. C'est ça, qui devient de plus en plus mesquin. Il grew mesquin, quoi. Mais c'est... Donc voilà, d'avoir transformé ce trait plutôt de moral en trait physique, et voilà, c'est un choix, mais bon. Je pense qu'il y avait quand même dans le nom de famille de Peter déjà une association avec qui est le personnage, quoi, c'est sûr. Mais oui, non, mais c'est certain, mais du coup... On n'entend pas la même chose en anglais et en français. C'est ça, c'est au niveau de la réception, au niveau du lectorat, elle n'est pas du tout la même, du coup. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce décalage-là, en fait, qui se crée. Mais en plus, c'est vrai que même, là on me dit, voilà, effectivement, une adulte dans le corps d'un rat, c'est une super mauvaise association, mais on sait que même quand il était encore étudiant, McGonagall, elle dit, voilà, il est toujours collé au basque de James et Sirius, même s'il était beaucoup moins bon à l'école, qu'il avait du mal, qu'il essayait d'être à la hauteur, mais que voilà. Donc il y a aussi vraiment une hiérarchie qui se dessine entre James, Sirius et Lupin, qui étaient brillants, et Pettigrew qui l'était beaucoup moins, qui avait des difficultés, qui avait beaucoup plus besoin de ses amis pour l'aider. On le dit aussi pour devenir Animagus, il a eu beaucoup plus de difficultés, et c'est parce que James et Sirius l'ont beaucoup accompagné, etc., qu'il a réussi à devenir Animagus. Et donc il y a aussi quand même ce cliché à nouveau de une personne qui est grosse et du coup est plus bête, a plus de difficultés, a besoin de l'aide aussi d'une personne qui ne l'est pas grosse. Alors que c'est un peu la version dark de Neville, quoi. C'est un peu Neville, celui qui s'en sort bien, mais Pettigrew, c'est celui qui vire du côté obscur, quoi. Mais...
Ouais, on peut le voir comme ça, c'est sûr. Et du coup, ouais, je pense c'est vachement aussi ce truc du sidekick, quoi, le petit gros sidekick qui est toujours de côté. Ouais, c'est vraiment, et qui est aussi comment on dit en français, de comic relief, quoi, qui est un peu Oui, le dindon de la farce, quoi. C'est toujours celui, on rit à ses dépens, et c'est aussi, qui est là aussi pour faire rigoler, enfin, d'une façon qui est un peu, c'est le ressort comique. Le ressort comique, c'est ça, merci. Ouais. J'ai un peu besoin d'un sort de ce corps, s'il te plaît. Mais du coup, c'est intéressant, c'est des clichés comme ça qu'une fois qu'on a un petit peu compris les mécanismes et qu'on se renseigne un petit peu, c'est difficile de plus les voir, et ils sont tellement fréquents, c'est particulièrement, c'est vraiment, mais c'est un peu pareil, encore une fois, avec le sexisme et toutes ces figures de style oppressives, là, une fois qu'on s'en rend compte, c'est juste impossible de consommer de la fiction sans en être conscient, et c'est pour ça que c'est important, quoi, mais, et après, dans ceux, justement, où c'est un petit peu, pas clair, est-ce que c'est méchant, est-ce que c'est péjoratif ou pas péjoratif, il y a Slughorn, avec cette géniale comparaison à un morse, qui me fait toujours penser au personnage dans Alice au Pays des Merveilles. Ah oui. Pas du tout un personnage positif, d'ailleurs. Mais là, j'ai pas l'impression, effectivement, que cette comparaison avec le morse, c'est très dégradant pour lui. C'est plutôt genre, il a une glorieuse moustache. Et puis, et ouais, il est imposant, mais pas... Il est imposant, avec ses boutons qui sont toujours sous le point de craquer. Ouais. Il reste, ça reste on va dire que ses caractéristiques physiques restent extrêmement importantes, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, dans son écriture, Rowling a énormément de mal à se détacher des traits caractéristiques des personnages dont elle écrit. C'est terrible, quoi. Enfin, Dumbledore, il est tout mince, il a des longs doigts et un nez crochu, et Slughorn, il est gros. Enfin voilà, ça fait partie de ça. J'y vois pas particulièrement, à part qu'il est écrit comme je pense que sa faiblesse, un petit peu cette capacité à se faire influencer. Pour moi, je mets ça en lien avec son poids, peut-être. Ce serait le point que je vois. Comme il est bon, comme il est clairement bon vivant, et il a des faibles. On peut le manipuler un peu par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'exemple de Tom Jedusor qui lui offre des sucreries pour l'amadouer, donc c'est... Mais pas que lui, quoi. Quand il nomme tous ses contacts qui lui envoient des boîtes et des boîtes de Bertie Crochu, enfin, tu vois, les dragées il y a tout le monde, quoi, qui lui envoie Honeydukes, je sais plus. C'est Honeydukes en français aussi ou pas? Ouais, c'est Honeydukes en français aussi. Qui lui aussi, pareil, lui envoie des boîtes et des boîtes de chocolat. Clairement, quoi, il aime bien manger, et du coup, ça fait partie de la manière dont ces nombreux fans, enfin, ces nombreux... Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'association, du coup, de ça avec son statut social, enfin, le prestige social, et qu'il l'exprime à travers, justement, le fait qu'il... voilà, avec l'abondance, avec le fait d'avoir toutes ces sucreries, ces friandises, en mode c'est le signal voilà, qu'on m'offre des choses, et que je suis voilà, que j'ai un statut social grâce à toutes ces personnes que j'ai collectionnées, quoi. Donc il y a plus ce côté-là. Ouais, pour moi c'est les deux. Pour moi c'est les deux. C'est un symbole de pouvoir, mais aussi de pouvoir qu'on a sur toi, quoi. Parce que c'est du donnant-donnant, et que c'est aussi une faiblesse que tu as, quoi, d'aimer tous ces. Déjà d'aimer le pouvoir et d'avoir de l'influence, quelque chose qu'on peut retourner contre toi. Mais en plus qui est lié, bah oui, à comment est-ce qu'on peut t'influencer et te mettre dans sa poche en utilisant ton faible pour la bonne chair, ce genre de choses. Oui, ça, parce que il est influençable, du coup, il reçoit des cadeaux, etc. Mais c'est aussi un choix, voilà, que ces cadeaux qu'il reçoit, c'est de la bouffe. Et c'est vrai qu'il y a principalement, clairement. Ouais, après il a des places pour aller voir les matchs de Quidditch aussi. Ouais. C'est Mais vrai. c'est vrai que c'est dans du coup, Le Prince de Sang Mêlé, logiquement, quand
quand il va voir Hagrid après l'enterrement d'Aragog, ou quand il commence à regarder un peu partout dans la cabane, oh tiens, des crins de licorne, machin, et que Harry fait la réflexion qu'il est en train de regarder tout ce qu'il pourrait convertir en boîte d'ananas confit, enfin, qu'il y a vraiment ce côté, tiens, je vais t'emprunter ça parce que ça va me permettre de m'acheter plus de bouffe aussi, enfin de... Ouais, alors ça c'est Harry, hein. Oui, non Ouais, mais mais bon, Harry, c'est clairement J.K. Rowling, quoi. On est c'est- censé et, quand et, même. et c'est un point de vue qui est, enfin en plus je trouve que le point de vue de Harry, ce qui est particulier, c'est que comme c'est pas un point de vue, c'est pas écrit non plus à la première personne. Du coup, il y a presque une tentative de créer un sentiment de neutralité de narrateur un peu externe, là où c'est pas du tout le cas. Et voilà, là c'est pas, c'est Harry qui le voit comme ça, mais du coup le lecteur est censé le percevoir comme ça aussi, quoi. Et du coup, il y a un peu un biais qui est instauré, je trouve, entre voilà, Et avec puis, le et ressenti puis, de Harry. il y a aucun autre personnage qui est décrit un peu comme, c'est une forme de lâcheté un peu. Il aime son confort, il est embourgeoisé, et clairement, ça résulte au fait qu'il est gros. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il est gros parce qu'il aime son confort et qu'il est feignant et que du coup il bouge pas, ce qui est un énorme stéréotype grossophobe, ou est-ce que c'est parce il aime son confort et il est embourgeoisé qu'il devient gros? Enfin, c'est pas très clair, quoi, mais de toute façon, pareil, bah l'un se nourrit de l'autre, quoi. Mais ouais, ça fait partie des personnages qui sont gros, mais en tout cas pas forcément mauvais. Euh, Mm. Et après, le dernier exemple que je vois qu'on avait noté aussi, c'était Hepzibah Smith, qui Ouais. est pareil, un des exemples de grossophobie. Donc voilà, là quand on dit que bah, l'écriture de J.K. Rowling est unkind, je pense que ça c'est vraiment un exemple. Voilà. Ouais, là ça fait vraiment gratuit là pour le coup. Parce Et qu'on la connaît pareil, pas, on la connaît pas cette femme et on la connaît juste dans le cadre de cette interaction avec Tom Jedusor qui la manipule complètement, mais effectivement les descriptifs sont très. Et puis même Dumbledore la traite de personne stupide, quoi. Alors Oui. que généralement c'est une personne, Dumbledore c'est plutôt quelqu'un de généreux, c'est de la personne sage, pleine de savoir, etc., quoi. Non, c'est hardcore. Et puis elle est, ouais, voilà, enfin elle est présentée comme une bonne pomme, quoi, mais un peu comme le moine, un peu comme Neville, c'est des bons gros gentils. Elle est encore plus stupide, et puis en plus, alors là elle est hyper féminine aussi, ça c'est une catastrophe, hein. Pareil, elle met du maquillage. Du coup, Le pour resituer pour les lecteurs, donc Hepzibah Smith, c'est la sorcière qui possède le médaillon de Poufsouffle et la coupe de Serpentard. L'inverse. Pardon, oui, je vais y arriver. Le médaillon de Serpentard et la coupe de Poufsouffle, qui se les fait voler donc par Tom Jedusor. Et donc, effectivement, dans les souvenirs, elle est décrite comme une femme qui est particulièrement grosse, qui a du mal à se. Enfin, que Harry est surpris qu'elle arrive à se déplacer sans rien renverser chez elle, ce qui est quand même d'une violence assez inouïe. Et en plus, effectivement, qui est décrite comme étant laide et pas fut-fut, puisqu'elle elle se fait piquer ses richesses par Tom Jedusor, quoi. Mais c'est vrai que, Donc, parce que tout ça c'est dans le tome 6 ouais, et c'est aussi le tome où on a Slughorn. ouais, Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle là pour le coup entre Slughorn et Hepzibah Smith, par leur lien avec Tom Jedusor aussi, hein, forcément, mais il y a, oui, il y a un peu un motif là qui se répète quoi, et qui, voilà, comme par hasard, sont tous les deux aussi désignés par leur corpulence quoi. Donc, ouais. Deux personnes qui se sont fait largement berner par Tom Jedusor et qui ont un peu, effectivement, les mêmes caractéristiques physiques, pas forcément très flatteuses. Mm. Et... Mais oui, alors là, on a fait une liste. Alors, même si Slughorn, on a dit que c'était pas forcément complètement méchant, mais voilà, il n'y a pas que, mais on l'a déjà dit, il n'y a pas que des associations gros égale méchant, gros égale bête, qu'il y a aussi des personnes qui sont positives et qui sont des personnages positifs de la saga, mais qui sont aussi désignés, enfin, qui ont aussi des qualificatifs en lien avec leur corpulence. Mais qui ne sont pas forcément du coup associés à leur personnalité, ou peut-être que si, on ne sait pas. On a mentionné un peu Hagrid, mais justement, on peut peut-être revenir sur Hagrid, parce qu'on n'a pas parlé de
de sa corpulence pour le coup. Il est pas mince, Hagrid. Il est pas mince, mais il est pas non plus. Enfin, moi en tout cas, quand je le lis, pour moi, il est pas décrit comme quelqu'un qui est gros. Il est décrit comme ayant une corpulence inhabituelle, pas dans le sens où il est demi-géant, mais donc, enfin, il est, il est géant. On dit qu'il a que ses pieds enfin, ses mains font la taille d'un couvercle de poubelle. Mais du coup, voilà, littéralement, c'est du gigantisme. Mais pour autant, proportionnellement, on nous dit pas qu'il est gros. Il est Mais pas gras. Ouais, c'est vrai qu'il a c'est, jamais de lien avec. Ouais. mais pour autant, il souffre quand même il rentre dans la, enfin, je dirais voilà, il est stigmatisé pour son physique parce que il ne rentre pas dans le moule. Il correspond pas à ce que les sorciers attendent d'un physique euh, classique. Et donc, c'est une source de discrimination parce qu'il est demi-géant, parce qu'il a un physique inhabituel. Ouais. Mais ça, Oui, pour le coup, c'est adressé, quoi. Enfin, mais de toute Ouais. façon, Hagrid, il est pas, enfin son physique, il est uniquement décrit de par à quel point il s'impose, mais on n'a pas comme dans d'autres personnages ces espèces de descriptions de double menton qui tremblotent, de Ouais, c'est mains ça. qui sont trop grosses, de boutons trop serrés parce que il y a le ventre qui pousse derrière, ce genre de choses qui sont omniprésentes dans les autres personnages c'est gros vrai. qui sont décrits, surtout s'ils sont négatifs, quoi. Donc une autre, Ouais. c'est autre chose. Mais, Euh. ouais. Et je Mais du dirais coup, aussi d'ailleurs que Hagrid, c'est aussi le seul personnage qui a droit à des traits de féminité positifs. oui. C'est vrai, c'est vrai. Il a son pink umbrella, ça, son petit parapluie rose, ça pose pas de problème, et puis son petit tablier à fleurs. Et ça, c'est cool. Et il aime beaucoup cuisiner. Oui. Mais c'est vrai que Ouais, du coup, c'est une enfin, maman, Hagrid. je Mais... trouve ça intéressant de se dire que Hagrid, donc, il souffre quand même clairement d'une forme de discrimination euh, qui est là de pas enfin, qui est liée à son physique, mais pas pour une question de surpoids, mais vraiment de de par son statut de demi-géant. Ouais, c'est lié à son Mais ascendance, donc c'est c'est presque ça, plus une forme de racisme au final. c'est ça. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, là vraiment du coup, dans Harry Potter, il y a vraiment une dénonciation pour le coup de ces stéréotypes-là. Il y a Mhm. une vraie critique de ça. Voilà, les articles de Greta Skeeter, on nous fait bien comprendre que c'est pas normal, que qu'elle a tort. Pareil, que Ombrage, elle a tort avec ses préjugés. Mais par contre, on n'a jamais ce genre de démenti, ce genre de dénonciation quand il s'agit de grossophobie pure et simple. Parce que là, son physique, il est lié à... Enfin, le stéréotype qu'il y a dans la société sorcière, c'est qu'il est potentiellement dangereux. C'est Oui, pas... c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'un peu différent par rapport à... ah oui, Peut-être oui. Mais du coup, je trouve ça à intéressant. Slughorn ou quoi. Enfin, là, c'est pas un physique... C'est un physique qui peut être potentiellement menaçant pour les autres. Et... Ouais, mais ouais. oui, clairement, mais du coup, je trouve ça intéressant la façon dont les combats sont choisis, en fait. Où d'un côté, là, on va bien faire comprendre que c'est de la discrimination. C'est très bien, hein, je dis pas qu'il Mhm. faut pas dire que c'est pas important de dire il faut pas discriminer Hagrid parce que c'est un demi-géant. Mais je trouve ça intéressant d'avoir fait le choix de le répéter à de très nombreuses reprises pour le cas de Hagrid, pour le cas de Lupin aussi, pour les loups-garous. Mais on va dire des discriminations qui sont plus typiques du monde magique, puisqu'on n'a pas de demi-géants et de loups-garous chez nous. Mais par contre, quand il s'agit de discrimination moldue, le sexisme, la grossophobie, là, il n'y a vraiment aucune forme de dénonciation qui est à l'œuvre. Le problème n'existe pas, quoi. Après le gigantisme de Hagrid, enfin le gigantisme de Hagrid et le fait que Lupin soit loup-garou, c'est censé aussi des métaphores qui sont très maladroites, mais c'est censé être des Oui. métaphores, quoi. Mais oui, pour moi, le personnage de Hagrid n'est pas particulièrement grossophobe, Mhm. à part que c'est le doux géant un peu bête, quoi. Euh, on se demande un peu, voilà, peut-être que ça, on pourrait faire le lien, mais sinon, ouais, on peut passer aux personnages positifs qui sont aussi gros. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est clairement Molly Weasley, quoi, Ouais. qui Qui est voilà. décrite. Ouais. Mais alors, ce que je trouve intéressant dans le cas de Molly Weasley et de Chourave aussi, qui sont. Alors, je sais que Chourave, elle est décrite comme une sorcière joliment potelée.
en français, et Molly, on parle d'une sorcière replète. Et je trouve que le choix à nouveau du vocabulaire et des adjectifs est vraiment très parlant parce que, voilà, dans le cas de Molly et Shurav, on nous dit que ce sont des personnes en surpoids, mais les adjectifs ne vont pas chercher à se moquer de ce surpoids, enfin d'insister dessus, et on nous le dit pas non plus à chaque fois que le personnage est mentionné. Alors que dans le cas comme on a dit, de Ombrage, des Dursley, c'est vraiment, on parle des doigts boudinés, on me dit qu'ils sont grassouillets, on dit que, comme tu dis, les boutons sont tendus. Donc c'est pas non plus du tout la même approche, la même non, façon on de emploie présenter leur poids. Non, c'est une stigmatisation, une caricature, mais censée être positive, quoi. Ouais. C'est la caricature de la bonne, gentille maman grosse. Mais elle est grosse parce qu'elle est gentille, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, parce que... Enfin, d'ailleurs, elle a aucune autre qualité, quoi, Molly Weasley. C'est une maman et c'est tout, quoi. Et on est censé, d'ailleurs, être surpris quand, à la fin, on se rend compte que c'est une super bonne sorcière, qu'elle peut tenir tête à Bellatrix. C'est censé être un élément de surprise, on est censé être là, genre, waouh, en fait, c'est tellement inattendu qu'une personne petite, grosse, et une mère attentive, et une, tu vois, soit en fait hyper badass, hyper efficace en combat, quoi. Parce que c'est pas, normalement, ça va pas ensemble, c'est pas possible. Après, il y a quand même, enfin, parce que c'est une mère, certes, c'est une mère de 7 enfants. Et du coup, il y a quand même, enfin, à chaque fois qu'on est au terrier, etc., il y a quand même et puis qu'on est avec les Weasley et toute la fratrie, enfin, quand on voit Molly avec les jumeaux, quand on voit Molly avec tous ses enfants, il y a quand même, on fait quand même sentir que c'est une performance qu'elle a fait d'élever cet enfant et 8, de hein, parce tenir que Arthur, il l'aide pas beaucoup. Mais donc il y a quand même ce côté. Alors certes, on rentre un peu dans certains clichés, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas forcément réducteur pour le coup. Le personnage de mère, enfin que Molly soit une mère, c'est pas présenté comme étant réducteur. Au contraire, enfin, c'est différent, par exemple, de d'autres personnages de mère, comme je sais pas Narcissa ou d'autres. Mais là, on a vraiment genre la mère. La mère quand même qui a assuré quoi. Donc je pense que tu le lis avec tes lunettes féministes maintenant, parce que c'est pas tellement c'est impressionnant parce qu'elle a 7 enfants, et qu'effectivement c'est pas quelque chose de classique dans nos sociétés maintenant occidentales, quoi, c'est plus tellement la norme, mais enfin déjà le rôle de mère, il est quand même vachement réduit, même si bien sûr c'est pas rien, hein, mais à faire des sandwichs, tricoter des pulls, et en temps et en heure pour les fêtes, et faire à manger, quoi, c'est à peu près ça, et faire les plats préférés, faire la lessive aussi, elle fait beaucoup la lessive, mais enfin elle a pas vraiment de personnalité, quoi, à part enfin si, elle aime bien sa chanteuse Célestina Moldubek, quoi, mais elle a pas vraiment, Molly Weasley, elle a pas vraiment de personnalité en dehors de son rôle de maman. C'est un super personnage parce que ça apporte ce qui manquait à Harry, et ça, dans le rôle très très défini et très stéréotype de qu'est-ce qu'une maman devrait être pour J.K. Rowling. Parce qu'encore une fois, il y a plein de mères qui font d'autres choses que de faire des sandwichs et la lessive, quoi. Même si, encore une fois, il n'y a rien de dégradant, et c'est, comme tu disais, c'est pas rien de faire la lessive et à manger pour cette personne. Quand faire tourner un foyer, être la principale personne en charge d'un foyer, faire tourner, c'est un job à temps plein, quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'elle a pas particulièrement plus de détails sur qui elle est et qu'est-ce qui l'anime en tant que personnage, quoi. Mais après voilà, c'est Ouais, je suis pas, pour le coup, là, je suis vraiment pas d'accord parce que c'est vraiment, c'est un personnage, voilà, on a quand même pas mal de détails sur, bah, ouais, son caractère, et puis du coup, enfin, le fait que quand même, elle s'engage dans l'Ordre du Phénix, que elle a quand même ses 2 frères qui sont morts pendant la Première Guerre. Mais elle y fait quoi il y dans a... l'Ordre du Phénix, tu vois? Elle fait pas elle monte pas la garde, par exemple. Elle fait le ménage dans la maison. Elle est très stéréotypée, quoi. Enfin, elle est très dense. Bah, pour le coup, elle est à la bataille à la fin, quand même. Et alors qu'elle aurait pu rester à la maison. Oui, mais c'est ça, mais on est censé être complètement choqué, quoi. On est censé être complètement oh là là, en fait, c'est une guerrière, quoi. Mais c'est censé nous prendre à rebrousse-poil, quoi. On est censé être là, genre incroyable, je ne savais pas. Enfin,
Bah, je sais pas, parce qu'elle est là où sont ses enfants, donc il y a quand même le côté, ça reste logique dans son personnage enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai jamais vu comme ça, quoi, qu'elle ait été réduite à. Mais par exemple, on pense à Arthur Weasley qui a une passion pour les moldus, quoi, qui est très intéressé par ça. Il a des intérêts en dehors de sa famille, quoi, en dehors de son rôle de père. Et comme par hasard, la maman, elle a aucun autre centre d'intérêt. Ouais, Célestina Moldue-Bec, quand même. Oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Enfin voilà, moi c'était mon point de vue, mais après on peut le lire de plein de différents. Ça reste un de mes personnages préférés aussi, hein, donc il y a pas de là-dessus. Et je pense que mine de rien, Molly, c'est un personnage qui s'est beaucoup aussi nourri justement, enfin particulièrement peut-être de une vision de fan et dans le fandom, qui est un personnage qui est extrêmement apprécié. Et je pense qu'en plus, enfin, voilà, maintenant, avec aussi le recul de l'histoire terminée, ben, elle est un peu indissociable de cette scène de fin où elle combat Bellatrix et effectivement, c'est une sorcière super badass. Mais enfin, moi, c'est un personnage que j'adore aussi. Mais enfin, effectivement, je serais curieuse de relire, enfin, vraiment en essayant de me concentrer uniquement sur les descriptions des scènes que je suis en train de lire et sans penser à ce que je sais d'elle d'ailleurs. Parce que je pense qu'effectivement la perspective n'est pas forcément la même. Mais après voilà, c'est un super personnage et c'est vraiment ouais. Moi c'est des réflexions que je me suis fait. Après, faut pas oublier aussi que J.K. Rowling elle a une fixette sur la figure de la mère. C'est central par rapport à Harry, etc. Hein, c'est aussi tout ça qui je pense est vachement important. Moi, j'ai toujours eu quand même un petit peu ce sentiment que il y a quand même une espèce de réduction de ce que c'est qu'être une mère à quelque chose de très attendu, de très acceptable, quoi. On va pas trop secouer les codes, quoi. Bah, enfin, ouais, moi c'est surtout, du coup, enfin, on est plus trop dans le sujet de la grossophobie, mais c'est vrai que moi, pour moi, Molly, c'est surtout, enfin, montrer à quel point la maternité est l'accomplissement de la vie d'une femme et à quel point enfin, du coup, c'est vraiment la mère parfaite et donc, d'une certaine manière, enfin, la femme adulte aussi parfaite, quoi. Bah c'est ce que c'est ça quand je dis que c'est réducteur, quoi. Ouais. C'est ça, très réducteur. Et par contre, ce qui est intéressant, si on veut retourner sur le truc de la grossophobie, c'est que c'est le seul cas, je pense, où la grossophobie est dénoncée, c'est quand Malfoy se moque du poids de la maman de Ron. Ouais. Je pense que c'est le seul moment où le texte dénonce ça. Qui est quand même à mourir de rire, quoi, parce qu'on a passé le reste des tomes à se moquer, quoi. Mais là, tout à coup, c'est plus possible. Oui, parce que Malfoy dit que il est décrit comme grassouillette, je crois. C'est ça, qu'il faut qu'elle fasse un petit régime parce que sur la photo, elle devrait perdre du poids. C'est après, je pense que c'est quand la photo est publiée dans la Gazette. Ouais. Après l'incident à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, dans le 4, oui. Et il dit que sa mère aurait intérêt à perdre quelques kilos. C'est ça. La compare pas à un cochonnet ou quelque chose comme ça aussi. Ouais, c'est un truc très comme classe. Mais enfin voilà, non, effectivement, c'est clairement dénoncé à ce moment-là. Mais en fait, à nouveau, c'est dénoncé aussi quelque part sur un personnage qui avait le droit à une représentation extrêmement positive. Mais par contre, quelqu'un qui est vu comme... Enfin, voilà, Dudley, il faudrait surtout pas dénoncer le fait qu'on l'insulte parce que bon, il est méchant, donc il mérite d'être il mérite d'être insulté, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est aussi super problématique, quoi. C'est que oui, il faut le dénoncer, mais quelle que soit la situation, en fait. Enfin, c'est pas parce que la personne a été infecte que voilà, ça excuse le fait de l'insulter, quoi. Et puis encore une fois, la réponse aux violences, à la méchanceté, à l'injustice, c'est une autre forme de violence. C'est intéressant, quoi. Et une punition aussi. C'est la manière dont J.K. Rowling écrit cette série, de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous avez, je me souviens plus. Ah, c'est Chourave qui est mentionné aussi. On a mentionné Chourave, ouais. Qui, elle, pour le coup, peut-être, enfin, elle est moins, elle a un rôle moins important dans l'histoire, mais
Mais pour le coup, enfin là on a oui une femme qui me dit elle a une sorcière qui est joliment potelée, bon, mais qui est une sorcière bah, qui est douée, qui a décrit, enfin qui est présentée comme une très bonne prof, compétente. Euh, c'est pas non plus, enfin voilà, elle est pas ni Moi, pour le coup, c'est ouais, vraiment un personnage qui est pas du tout dans un cliché grossophobe. Pour moi, je ouais, serais curieux d'entendre quelqu'un m'expliquer le contraire, parce que peut-être que je manque quelque chose. Mais non, elle est plutôt indépendante, clairement passionnée. Elle a toujours les mains dans la terre, donc elle est active. En tout cas, c'est sous-entendu comme ouais, active. Euh, c'est un personnage très positif. ouais, c'est ça, elle est pas présentée comme bête pour venir, elle est jamais non plus. Enfin voilà, quand on pense à d'autres clichés de profs qu'on a à Poudlard, euh, elle est pas complètement à côté de la plaque comme peut l'être Une Trelawney équipe ou pédagogique de Dart. qualité Non mais à c'est ça, mais je veux dire, Poudlard. parmi tous les profs de Poudlard, elle est quand même présentée parmi les profs les plus compétentes, avec peut-être voilà McGonagall, Flitwick, Lupin, etc. Mais voilà, par rapport à Trelawney, à Lockhart, ou même à Rogue, qui a un comportement, il est très bon en potion, mais il est extrêmement problématique vis-à-vis des élèves. Voilà, elle est très, enfin, bon, c'est aussi peut-être voilà, la valeur Pouf Souffle. C'est quelqu'un qui est juste avec les élèves, quoi. Elle fait pas de favoritisme par rapport envers sa maison spécifiquement. Enfin, donc, je Oui, trouve que pour le coup, le seul moment où elle fait un petit écart, c'est qu'elle est désagréable avec Harry quand il est sélectionné pour la Coupe de Feu. Elle ouais, l'ignore un petit peu. C'est vraiment le seul moment où ouais, mais par, potentiellement il y a un petit elle fait un écart au fait qu'elle est plutôt sympathique. ouais, mais par contre, cet écart-là n'est jamais associé à son poids. On dit pas Non, pas du tout. Non, le non, pas du tout. grassouillet professeur Chourave Oui, oui, non, lui bien avait sûr. dit quelque chose. Et ce qui Oui. là serait super problématique, mais pour le coup, c'est pas ça. C'est pas du Et tout un personnage stéréotypé, je trouve. Le professeur Chourave, ouais, c'est non, c'est plutôt cool. C'est plutôt un personnage qui échappe au stéréotype de mon point de vue. Après, j'ai pas l'œil non mm, plus toujours le plus aiguisé là-dessus, donc je serais peut-être que quelqu'un me dira le contraire, mais ouais, voilà. Voilà, si vous nous écoutez et que vous trouvez qu'on a raté quelque chose hein, sur le professeur Chourave, n'hésitez pas à nous mettre, à nous envoyer un mail ou un commentaire là-dessus. Mais ouais, du coup, professeur Chourave, jusqu'ici, elle a tous les points. Meilleur personnage en surpoids juste de la saga. elle est pas assez mentionnée quoi. C'est juste ça. Ouais, Elle est juste, elle on pourrait n'en être sait plus. pas assez. On pourrait clairement, elle pourrait avoir plus d'importance. Mais oui, Mais ça peut ouais. être notre icône cottagecore lesbienne, fat positive. C'est bon, elle Clairement. remplit tous les codes. Et alors, qu'est-ce qui nous manque dans... Bah, c'est tout en fait, hein. Je Dans pense qu'on a les... fait. Ouais. Bah après, il y avait un peu lié, parce qu'on a un peu parlé d'Hagrid, Madame Maxime. Mais qui est pas du tout décrit comme Euh, grosse. c'est ça, mais Elle est en fait, grande. elle est grande, bah, elle a un peu le même. Elle souffre des mêmes stéréotypes que Hagrid. Donc, c'est-à-dire qu'elle est demi-géante, donc elle a une corpulence qui est. Bah, enfin, littéralement et sans aucune connotation négative inhumaine, puisqu'elle est C'est ça. demi-géante. Elle a cette ossature Mais il est répété importante. régulièrement qu'elle est très belle, qu'elle est très C'est ça, élégante. c'est Euh, ça. donc Et c'est... Qu'elle est française. ouais. Mais du C'est... coup, ce que je trouve intéressant sur le cas de Madame Maxime, c'est que on parlait tout à l'heure des opposés entre Vernon qui est très gros et Pétunia qui est très mince. Pour le coup, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est que ce soit pas le cas entre Madame Maxime et Fleur, par exemple. Fleur, qui est le cliché de la fille sublime qui attire tous les regards. Bah, Madame Maxime, c'est pas à côté d'elle la directrice qui est laide, qui est grosse. Enfin, c'est pas un cliché comme ça. Et du coup, ça, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ces deux personnages qui sont valorisés, qui sont décrits comme physiquement, elles sont toutes les deux belles, mais elles ne sont pas juste belles. Elles sont intelligentes, elles sont badass. Elle est directrice d'école. Voilà, c'est aussi, enfin, là du coup, voilà, c'est moins dans la grossophobie, mais dans un personnage qui va avoir un physique un peu inhabituel par rapport aux autres personnages parce qu'elle est demi-géante, bah,
elle est pas stigmatisée. Et même, voilà, Hagrid, il est garde-chasse à Poudlard parce que voilà, il s'est fait renvoyer parce qu'il s'est fait couillonner. Il y a quand même un statut un peu au bord de la société sorcière et il a un peu de la chance que Dumbledore le protège. Madame Maxime, c'est pas du tout ça. Et on note pareil qu'il y a jamais aucune réparation par rapport à Hagrid. Enfin, à part qu'il est engagé Oui, comme prof, c'est sous-entendu que c'est un peu grâce à ça que c'est grâce à... Mais bon, personne lui redonne une baguette. Il y a vraiment très peu on a très peu d'occasions de réparer le mal qui a été commis en fait dans Harry Potter. ouais. Et c'est vraiment la grosse lacune pour moi, euh, à part que l'autrice est transphobe quoi. C'est vraiment le gros point pour moi qui en fait une série de fiction qui c'est un point à discuter avec les enfants, les ados à qui on met les livres dans les mains, je pense. Oui, C'est vraiment un truc important. c'est ça, je pense que comme il n'y a pas de... enfin, beaucoup de personnages ne vont pas avoir de rédemption, en tout cas, ou le droit d'être... enfin, voilà, avoir un changement d'angle, en fait. Du coup, c'est important de pouvoir y réfléchir a posteriori et de... Enfin, ouais, prendre cette distance-là. Tout à fait. Et du Mm. coup, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que quand on parle de grossophobie, c'est l'occasion aussi de toucher à plein de stéréotypes et de la manière dont les personnages sont écrits et représentés dans la fiction. Et c'est vraiment un mécanisme d'oppression qui est important et qui vaut la peine d'être étudié et appris à... Enfin, ouais, à connaître et à reconnaître, surtout parce que c'est souvent quelque chose qui est à l'intersection de plusieurs identités marginalisées. Et puis quelque chose qui peut être le résultat aussi d'autres formes de marginalisation. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est très facile de dévier du sujet et de penser en arborescence et d'avoir que dans ce podcast on a aussi fortement dévié du sujet à plein de moments, mais c'est parce que c'est tellement recoupé à d'autres Oui, à d'autres éléments de stigmatisation et de discrimination. Alors que pourtant c'est une forme de discrimination qui est très peu prise au sérieux, très peu prise en compte en fait, alors que c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes et qui est lié à plein d'autres formes de marginalisation, notamment le fait par exemple d'être pauvre ou d'avoir peu d'argent, des conditions génétiques. Il y a aussi énormément de personnes handicapées qui se retrouvent en situation de surpoids, qui sont grosses parce que de par les conditions médicales, que ce soit par des effets secondaires de médicaments ou que ce soit par le fait de pas pouvoir bouger assez, etc. Donc, et il y a énormément de stigmatisation. Enfin, je trouve ça vraiment important que vous l'ayez abordé. C'est pas anodin du tout. mm, C'est pas pour le fun de bâcher J.K. Rowling parce que voilà, c'est vraiment pas très rigolo, mais ça a des conséquences extrêmement réelles dans la vie des gens. Moi, par exemple, actuellement, je peux pas avoir accès à certaines choses parce que parce que je suis en surpoids, parce que je suis trop grosse, et ça va je vais payer une assurance pour mon mortgage, mon prêt sur mon appartement, je vais la payer plus cher. Ça va je n'ai pas le droit par exemple d'avoir d'insémination artificielle si un jour je ok. vais être si je vais être parent. Je n'ai le droit à aucune insémination artificielle parce qu'on considère que je suis trop grosse, donc on ne veut pas inséminer les personnes grosses. On est discriminé à l'embauche. Enfin c'est médicalement c'est une catastrophe. Moi j'ai quand même été en errance médicale pendant presque 10 ans pour qu'on Ouais. me dise finalement ah non en fait ça n'a rien à voir avec votre poids. Donc c'est vraiment quelque chose qui a des conséquences très très réelles sur la vie des gens. Et surtout, on résout pas des problèmes de santé et on ne résout pas tout ce qui est sous couvert de dire qu'on se soucie de la santé des gens, etc. La grossophobie ne résolvera jamais ça de toute façon. Donc Non, la c'est sûr. stigmatisation Mm, n'apportera rien mm. si c'est ça Mais c'est vraiment le sujet. d'où l'importance justement, enfin voilà, d'essayer de montrer comment la détecter d'une certaine manière et d'en prendre Clairement. conscience et De voilà. décrypter à quel point c'est vraiment en anglais on dit baked in, j'aime beaucoup, c'est vraiment c'est cuit dans tout. Ouais, c'est insidieux en fait, et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est quand c'est systémique, quoi. Et alors je pense qu'il y a un truc sur lequel quand même où je trouve que alors pareil, j'aimerais bien ton avis dessus, où il y a peut-être une représentation positive, c'est que alors, là où comme on l'a dit, la plupart des personnages qui sont gros sont associés à la bêtise, la méchanceté. Le fait de mincir, de maigrir, n'est pas décrit de manière positive dans Harry Potter. Ce qui va
traditionnellement être le cas de c'est bien, t'as perdu du poids, c'est forcément une bonne chose, quoi. T'as fait un régime, quoi que ce soit. Euh, mais tous les personnages qui vont être décrits comme ayant minci, en fait, c'est plutôt quand ils vont pas bien, quand ils sont stressés. Rappelle-moi les personnages qui maigrissent. Donc on a Arthur quand au travail au ministère, il est complètement dépassé au moment de l'ordre du Phénix, etc. Ça devient compliqué. Lupin en raison de sa lycotropie. Malfoy dans le tome 6 pendant qu'il essaie de réparer l'armoire à disparaître. Tonks quand elle aimerait bien être avec Lupin, mais ils sont dans une situation compliquée, etc. Et ensuite, suite à la mort de Sirius. Donc ils sont tous les quatre ayant décrit comme ayant maigri. Oui, c'est vrai, tu dis il est très tiré, etc. C'est ça, mais c'est pas associé à waouh, t'as minci, tu rentres dans une taille de robe plus petite, quoi. Non, très bien, 10 points pour Gryffondor. Voilà, du coup, bon, clairement, ça efface pas toutes les autres descriptions, mais du coup, je trouve que c'est un point qui est intéressant. Parce que après pareil, l'obsession de décrire le physique des gens, moi me met mal à l'aise, quoi. L'obsession de décrire en permanence. Mais oui, c'est vrai que pour ça c'est cool. Effectivement, il n'y a pas de lien au fait de perdre du poids comme quelque chose de bénéfique, et ça c'est plutôt positif. Voilà, well done, JK, pour il y a eu ça. Ouais, non, mais parce que voilà, c'est vrai que ça, comme on parle de poids, ça va aussi dans les deux sens du coup, et donc je pense que c'est important de dire voilà, c'est pas il y a aussi le fait de maigrir qui est très souvent valorisé, préparer votre summer body, et non, là en fait on te dit pas de préparer ton summer body pour aller faire la guerre contre les mange-morts. C'est plutôt un mauvais signe quand tu es mince dans le monde magique, donc trop mince en tout cas. En tout cas, quand tu perds du poids, il y a plus de quoi s'inquiéter quand il y a une perte de poids importante à un moment. Après, je pense que ça a été écrit à une autre période, et c'est aussi il y a quand même aussi dans ces descriptions physiques qu'elle fait une espèce d'obsession qui est un peu étrange, quoi, c'est tellement omniprésent que, et je sais pas, enfin c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle a un écueil dans lequel elle n'est pas tombée, et ça c'est plutôt cool, surtout quand on sait à quel point l'industrie du régime affecte surtout à quel point ça affecte les gens tôt, quoi, dans leur vie. Donc c'est bien qu'elle soit pas tombée là-dedans. Il y a pas de régime non, il y a pas j'ai l'impression que j'essaie de me rappeler si dans les pubs il y a pas des pubs minceurs pour les sorcières, et j'ai pas l'impression, donc ça me dit rien. Non, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs ça me rappelle un truc à l'époque où elle postait des articles, un peu des réflexions sur son site personnel, donc c'était environ de 2004-2005, elle avait fait une fois un post dont le titre était dans la VF, puisque moi à l'époque je ne lisais ces articles qu'en VF, puisque je ne lisais pas si bien l'anglais. Ça n'intéressera probablement que les filles, donc quand même un sacré biais, mais où elle disait qu'elle avait revu une vieille connaissance, et que la première chose qu'elle lui avait dit, c'était qu'elle avait maigri, alors qu'elle disait, entre-temps, j'ai eu un gamin, j'ai sorti de livres, etc. Et que c'était la première chose dont lui avait parlé cette personne, et que ça l'avait marqué, que c'était la première chose qu'on regardait chez les femmes. Et donc du coup, je me dis que là, il y a peut-être un peu une association justement sur la perte de poids qui n'est pas valorisée, mais du coup, je trouve ça assez dingue de se dire que ça, peut-être que ça a été intégré dans les romans, mais à côté, la grossophobie, c'est super violent, et ça n'a pas du tout été quelque chose sur lequel elle s'est limitée. Je pense qu'il n'y a pas tout à ajouter dans l'école de féminisme dont elle vient, qui est celle de, je pense, nos mères, nos grand-mères, quoi. Enfin, même s'il y en a qui ont continué à prendre le train en marche, qui sont pas arrêtés à ça, hein. Il y a des choses qui n'étaient pas ajoutées, notamment sur une espèce de glorifier la minceur en permanence, et dévaloriser certaines caractéristiques associées au féminin, donc d'où l'écriture d'Hagrid par exemple, qui est vraiment chouette, quoi. Donc, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans les descriptions physiques par rapport à la minceur, en relisant. Donc là, ces 2 dernières années, moi j'ai fait un gros travail, beaucoup de formations sur les questions de validisme
et donc tout ce qui est discrimination par rapport au handicap, et c'est terrible. Pareil, les descriptions sont c'est atroce. C'était très intéressant de le relire avec cet angle de là, du coup, et qui sont pareil liés à la minceur, etc. Et notamment dans la façon dont elle décrit Voldemort quand il renaît, elle décrit littéralement le corps d'un paraplégique en fait. D'accord. Quand il sort du chaudron. Vraiment avec une forme de dégoût, et ce dégoût qu'on a pour des corps déformés qui ne sont pas la norme, etc. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes paraplégiques ou qui sont sur le spectre du handicap parce qu'ils ont des différents membres et des déformations, etc. Et voilà, quelque chose dans lequel elle tombe et qui est aussi lié un peu à la minceur, donc ces os un peu cette minceur qu'elle appelle, si ma mémoire est bonne, famélique comme ça, hein, presque, et à quel point dans les descriptifs en fantaisie, pas que, mais en tout cas dans les fictions, quand on veut décrire l'horreur, l'insoutenable, le dégoût sur des corps, on va en fait décrire des corps qui sont les corps de plein de personnes handicapées, des vraies personnes qui vivent comme ça, quoi. Donc c'était très intéressant de le relire avec cette analyse là. Je pense qu'on pourra en faire un épisode entier. Voilà. Enfin, moi, ça m'a totalement frappé, et très récemment, quoi. Je pense que ces 2 dernières années, quand j'ai relu, j'ai fait genre, oh la vache, c'est vrai, en fait, maintenant que je l'entends. Et maintenant que je passe du temps avec des personnes qui sont concernées aussi, quoi. Enfin, c'est un peu comme tout. Bah ouais. D'où l'importance d'avoir les points de vue, les paroles des personnes concernées, parce que c'est des choses, effectivement, comme tu dis, qu'on peut pas, enfin qu'on ne voit pas si on n'a pas. Ah bah moi ça m'était passé à 15 000 kilomètres au-dessus de la tête, quoi. Alors, donc ouais, très intéressant. Donc ouais, c'était vraiment littéralement un ami qui me disait, bah ouais, moi quand elle décrit le dégoût qu'a Peter Pettigrew quand il doit porter le corps famélique presque à moitié enfant comme ça, avec une grosse tête mais des membres très maigres, etc. J'ai l'impression qu'il parlait de moi, quoi. Donc c'est terrible en fait, quoi. Oui, effectivement. C'est sûr. Et du coup, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur un personnage, sur non, moi, si vous voulez, je peux vous recommander. Moi, j'aimerais juste parler en 2 secondes et demie des 2 associations francophones que je connais qui se battent contre la grossophobie, qui sont en France Gras Politique. Vous pouvez suivre entre autres l'activiste Daria Marx, et après en Belgique on a c'est Fat Friendly ASBL qui a fait une compilation de ressources pour penser la grosseur qui est très bien, que je vous recommande particulièrement. Et après là de tête, j'aurais dû le faire avant, j'aurais pu faire mes devoirs, j'aurais voulu vous conseiller des fictions avec des héros et héroïnes grosses. Il y a Fate qui est une héroïne de comics, c'était une des premières héroïnes de comics, qui est super, et on a Squirrel Girl dans la team Marvel, qui est très chouette aussi, qui est très coquelée. Voilà. Alors on intégrera toutes les références, que ce soit des collectifs ou des références, des conseils de lecture dans l'article. Donc si tu as le temps dans les prochaines semaines, si tu as d'autres choses qui te reviennent, on pourra les intégrer dans l'article qui accompagnera l'épisode. Ça marche. Comme ça, voilà. Bon, bah c'était très chouette de se retrouver. C'était très cool. Oui, bah ouais. Merci à toi. Oui. Bah, merci beaucoup à toi d'être revenu dans l'émission. Puis bah du coup peut-être une prochaine fois, il y a pas mal d'autres sujets qu'on avait envisagés. Donc là effectivement, je pense que l'angle du validisme aussi pourrait être extrêmement intéressant. Bah ouais. Et aussi, je ferai peut-être pas une liste puisque j'ai la flemme, mais potentiellement je sais qu'il y a aussi énormément de fanfiction qui se concentrent sur une écriture réparatrice d'Harry Potter, ce que je vous recommande chaudement aussi. Quand ça fait un bien fou, c'est super. C'est vraiment trop chouette. Qui réécrit certains éléments. Alors, ma préférée, là, récemment que j'ai lu, c'était une où Pétunia quitte Vernon et va éduquer Dudley et Harry seuls en même temps. Absolument merveilleux. Et justement, où Harry se bat contre la grossophobie dont Dudley est victime à l'école. C'était super. J'aime beaucoup comme angle, voilà, c'est intéressant. C'était super. Ouais, carrément. Ok. Et bah, au plaisir de se revoir dans les oreilles. Oh là là, ça veut rien dire. Se revoir. Et puis on va bientôt se revoir dans les oreilles
Alors là, parce que effectivement, Aspic, donc là, cet épisode, c'est le dernier de notre saison, on va dire, puisqu'après, on rentre dans une pause estivale, puisque voilà, on est l'Académie des sorciers, donc comme toute école, et bon, on est en vacances, voilà. Par contre, les podcasts de la Gazette seront pas en vacances cet été. On vous prépare un super petit programme estival. Alors, ce ne sera pas plage comme la dernière fois. Ce sera un autre programme estival que vous pourrez suivre sur tous les réseaux de la Gazette du Sorcier. Et pour retrouver sur les différentes fils de podcasts, il faudra aller sur celui de Salut les sorciers pour aller voir ce qu'on vous concocte pour cet été. Mais sans vous spoiler, ça implique un certain choix-peau. Voilà. Ah, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, donc, du coup, à consulter tous les liens donc, qui ont été, et les sites des associations qui ont été cités. Donc, vous pouvez retrouver sur l'article lié à l'épisode sur le site de la Gazette du Sorcier. Vous pouvez vous abonner aux pages Facebook et Twitter de Aspic. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur vos plateformes d'écoute. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir des retours d'auditeurs. Et voilà, et on vous souhaite un très bel été. Et chers auditeurs, n'oublie pas, Passe tes bus d'abord.